Évidemment, je suis obligé. Voilà. Je me suis dit que j'allais pas te le faire 2 fois, ce coup-là. Comme c'est un peu insupportable. Et donc j'avais pris... Ah ouais, mais j'ai même oublié mes notes, mais c'est pas grave. De toute façon... Non, te tracasse pas. C'était tout bête. Alors j'imagine que tu te demandes, qu'est-ce que tu fais là? Oui, tout à fait. Eh ben écoute, je vais te dire gentiment, enfin sincèrement, j'adore faire les vidéos que je fais. Enfin, je trouve ça assez intéressant de pouvoir essayer de partager à d'autres personnes, ben voilà, les connaissances et certains humoristes qui connaissent pas. Mais ça m'emmerde un petit peu de parler juste tout seul. Et donc voilà, et je voulais échanger un petit peu avec des gens qui partagent cette passion de l'humour, de parler un peu de tout et n'importe quoi. Donc j'ai pas vraiment de schéma précis. On regarde et déjà même les sujets qu'on avait abordés hier, ça m'intéresse parce que je vois qu'il y a certains trucs sur lesquels on pourrait échanger là-dessus. Et je vais commencer tout simplement en te disant, je sais qu'une de tes passions c'est l'humour et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu trouvais ça important. Je pense que je me suis pas jamais vraiment posé la question. En fait, il y a eu un art du spectacle qui m'a touché plus particulièrement, et ça a été celui-là. Je pense pas que je me suis un jour dit tiens voilà une recherche ou une hérédité comme toi, ou c'était vraiment, je suis tombé sur des spectacles qui m'ont fait rire, et puis je me suis lancé dedans un peu par hasard. Donc sur France 3 le soir, il y avait une émission d'humour à l'époque, et je suis tombé sur plein d'humoristes et j'ai découvert vraiment avant tout le monde finalement des humoristes français principalement, qui étaient vraiment chouettes, et c'est devenu comme ça de fil en aiguille un art qui m'a touché. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup avec l'art, c'est-à-dire que je me pose la question est-ce que ça me touche ou pas, et parfois il y a des arts qui sont censés toucher les gens et moi qui me touchent pas trop, par exemple. Il n'y a pas de résonance. Ben voilà, typiquement l'opéra, il y a des gens qui disent ah, l'opéra c'est génial, moi je suis musicien amateur, j'adore la musique, tout ça, mais l'opéra ça me touche moins. Et dans les arts du spectacle, la déclamation classique ça me touche un peu moins. Il y a des gens qui adorent ça et je comprends. Et l'humour, l'humour, que ce soit le sketch, le stand-up, le machin, c'est quelque chose qui me touche et qui vraiment me fait prendre mon pied, qui me fait marrer. Donc voilà, c'est plus on va dire quelque chose qui vient des tripes, quoi, plutôt qu'une réflexion. Ah ouais, clairement. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi, par exemple. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est... je suis assez curieux. Je pense qu'on l'est tous un petit peu. Et moi, j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas. J'aime bien, généralement, en fait, on est tous la somme de nos expériences, hein, si tu veux. Et donc, si je passe une journée dans laquelle j'ai rien appris, je me sens pas très bien, tu vois. Pour moi, c'est une journée un peu perdue. Ça doit pas être apprendre quelque chose de très technique, hein, mais ça peut être apprendre sur quelqu'un, apprendre sur des faits. Et au fait, dans l'humour, j'ai l'impression de pouvoir retrouver de la matière qui arrive à satisfaire ma curiosité. C'est-à-dire que déjà, je trouve qu'à travers l'humour, c'est un peu comme ça que tu choisis tes potes, hein. C'est que quand tu vois des gens qui ont les mêmes goûts humoristiques que toi, tu peux généralement déjà dessiner des petits points, et de temps en temps, tu peux tracer une petite ligne qui rejoint ces points et qui fait que tu vas avoir pas mal d'affinités avec quelqu'un, surtout si tu multiplies les humoristes et qui sont pas tous du même domaine. Donc ça veut dire que si toi t'aimes bien ça, t'aimes bien celui-là et t'aimes bien celui-là, il est quand même fort probable qu'on soit d'accord sur pas mal d'autres sujets. Et donc c'est ça que moi j'aime beaucoup dans l'humour et dans cette quête humoristique. Et c'est pour ça, et je pense que j'en avais parlé un petit peu hier, c'est pour ça que moi pour l'instant, dans les nouveaux humoristes français qui commencent à percer, je suis un petit peu déçu, dans le sens que j'ai un peu l'impression qu'ils font tous la même chose. Et qu'il n'y a pas encore eu ce filtre qui existe dans d'autres pays où voilà, ils doivent s'améliorer ou choisir leur propre identité. Là, pour l'instant, ils peuvent faire un petit peu... Alors, je ne dis pas n'importe quoi, parce que ça reste très compliqué, hein, de monter sur scène. Mais je trouve que l'offre, la jeune offre, n'est pas encore mature. Mais ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est tout à fait récent. Mais moi, c'est pour ça que l'humour est très important. Et c'est un sujet qui est très complexe. C'est pour ça que j'aime bien. C'est que c'est pas simple. Et par exemple, on va venir sur un des sujets dont on avait parlé hier, c'est l'évolution de l'humour à travers le temps, et de se dire qu'est-ce qui était drôle avant et pourquoi ce n'est plus drôle aujourd'hui. Parce que moi je pars du principe, et si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me dire ferme bien ta gueule, c'est le but. Moi je pars vraiment du principe qu'on peut rire de tout, mais que tout n'est pas spécialement drôle. Et donc, généralement, quand on dit sur ce sujet-là, tu ne peux pas faire de blagues, on ne peut pas rire, moi, c'est quelque chose qui m'embête. Parce que parce que moi, c'est une limite. Après, je trouve que
le jugement se fait tout seul. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais une blague et qu'elle ne fait pas rire, bah, techniquement, je veux dire, si tu es quelqu'un de réfléchi et que tu n'es pas crazy, que tu ne répètes pas tes erreurs, tu les enlèves. Tu l'enlèves parce que ça n'a pas fait rire. Et donc, ça peut venir au fait de dire, mais ça veut dire que si une blague qui est dégueu fait rire, est-ce que tu la gardes ? Est-ce qu'elle est vraiment dégueu ? C'est ta question. Oui, mais peut-être que tu peux tomber sur un public qui est averti, qui sait que c'est pour rire. Et puis, je vais te donner un exemple. On va prendre Jim Jeffries. Jim Jeffries, c'est un gars qui fait de l'humour vraiment transgressif. Donc, c'est quelqu'un qui va faire des blagues un petit peu hardcore, où il va se mettre vraiment dans le rôle d'un gros connard et d'un gros personnage, enfin d'un personnage très grossier. Moi, je reste persuadé que dans son public, il y a des gens qui rigolent de ce comportement parce qu'ils savent très bien que le gars déconne. Mais moi, je suis sûr et certain qu'il y en a qui rigolent parce qu'ils pensent comme le connard qu'il interprète. Peut-être. Et je pense que c'est tout le lot des humoristes subversifs qui, on a connu ceux qui ont défrayé la chronique, comme les Dieudonné, etc. Dire, tiens, on se rend compte qu'ils poussent beaucoup trop loin, mais ils en restent quand même sympas parce qu'ils sont transgressifs, parce ils vont un peu plus loin que justement les consensuels que tu évoquais tout de suite. Et de l'autre côté, il y a, on va dire, la bien-pensance, si je peux dire, qui se met en place. Mais c'est qui ça ? Mais je pense que c'est une évolution de société qui est ultra communicante, qui a perdu ses repères, qui essaie d'en retracer des nouveaux et qui est un petit peu perdu. Tu sais, quand on mettait des bouquins à l'index, nos parents ont connu ça, ils ont encore connu il y a à l'école des livres qu'ils ne pouvaient pas lire, quoi. Donc, ce qui nous semble impensable aujourd'hui. Dans notre pays, on a, pas que je sache, peut-être bien quand même, le Mein Kampf ou un truc comme ça, mais je veux dire, normalement... Je crois que tu peux le trouver sur Amazon, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, mais donc, a priori, normalement, il n'y a plus de bouquins qui sont interdits à proprement parler, mais ça existait du temps de nos parents. Et je pense que, comme il n'y a toujours pas d'interdiction, il y a quand même quelques lois. Tu ne peux pas être négationniste, tu ne peux pas être raciste officiellement, mais ça veut dire quoi ? Si tu en ris, on en parlait hier, on l'évoquait, un Michel Leb, par exemple, qui fait... Forisson, il n'a pas sorti de livre ? Il n'y a pas quelque chose ? C'est vraiment interdit ? Il y a des sujets qui ne peuvent pas être publiés ? Il était condamné. Oui, je sais qu'il a été condamné, mais ok. Je crois qu'il a, je ne connais pas toute la biographie du bonhomme, mais en tout cas, on a d'autres choses à faire. C'est ça, oui, c'est ça. Mais il a été condamné, c'est sûr. Et donc je disais oui, donc du temps de nos parents, de notre jeunesse, hein, un Michel Leb qui faisait des blagues très limite aujourd'hui, qui passerait absolument plus. Est-ce que on considère que c'est raciste, c'est pas raciste ou pas ? Et donc il y a une espèce de je sais pas comment dire ça, les gens sont devenus bien pensants, ont essayé en tout cas de se donner une moralité qui a peut-être disparu. Mais voilà. Ouais. Mais en fait, moi je crois qu'on pourrait faire une heure rien que là-dessus, parce que moi je trouve le sujet super intéressant et c'est un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie d'être venu dans cette émission qui n'existe pas encore. Mais par exemple, tu vois, moi je trouve qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Donc je peux comprendre le concept. On peut prendre le sketch de Michel Leb où il interprète le noir pour ceux qui l'ont pas vu où c'est une accumulation de stéréotypes, mais pas de stéréotypes positifs. Donc c'est pas s'il imitait le noir avec sa grosse bite ou qui court vite. Non, on part vraiment dans les stéréotypes qui sont quand même assez négatifs. Je crois que c'était quoi, les grosses narines, les machins, l'accent, l'idiotie, hein. Ouais, voilà, le racisme à l'état pur, quoi. Bon, voilà. Et donc ça je comprends parce que ça véhicule une mauvaise image. Mais tu vois, quelque part, je me dis que moi à l'époque la sanction n'a pas eu lieu. Le public se marrait. Et donc, il n'a jamais été. Et je pense qu'il n'a jamais eu de problème à ce moment-là. Pas que je sache. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu ne pourrais plus le faire. Et je trouve ça encore heureux. Parce que, excuse-moi, sincèrement, c'est nul à chier. Bien d'accord. D'où l'exemple. Je veux dire qu'on s'entende bien, mais je dis, pour moi, il ne faut pas l'interdire. J'ai l'impression que la sanction vient tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas te permettre de faire quelque chose comme ça. Ou alors, parce que moi, je pense que tu peux encore faire des imitations. L'imitation des accents, moi, je la trouve très riche et j'ai un peu l'impression que maintenant, les gens ont peur de le faire. Ouais. Les gens ont peur de le faire parce qu'il y a aussi tout ce concept d'appropriation culturelle qui, ça, si tu veux, on en toucherait un mot parce que moi, c'est quelque chose qui me dépasse et si tu peux m'instruire là-dessus, c'est avec plaisir. Mais c'est plus le sujet qui est traité. Pour moi, si tu imites un accent, par exemple, faisons simple, je crois que c'était Gad Elmaleh et Kev Adams qui avaient eu un petit peu de problème parce qu'ils avaient imité des Chinois et ils avaient fait vraiment en mode. Donc déjà, tout le peuple asiatique était chinois et ils imitaient juste un Chinois
avec un accent qui ne correspond à rien, mais qui pourrait correspondre à n'importe quelle personne asiatique immigrée de première génération qui viendrait dans un pays francophone et qui essaierait de parler français. Pour moi, je pense qu'il y a une richesse. On peut encore faire des choses drôles avec ça. Je pense que c'est plus le contenu et peut-être que je me perds un peu dans mon flot d'idées, mais moi, si je vois un gars, par exemple, il y a Frédéric Shaw qui était un humoriste français, un jeune, qui lui, il est full asiatique, il parle un français impeccable, normal, enfin, je veux dire, il est juste né ici, je veux dire, c'est fini la génération où quand on voyait un faciès, tu t'attendais directement à un accent lié au visage de la personne, enfin, je veux dire, je pense qu'on a bien saisi, et donc lui, il arrive sur scène, et il fait « Bon dos, hein, ça va, vous allez bien ?» Mais vous pensez vraiment que je parlais comme ça, bande de connards? Je trouve ça bien amené, je trouve ça intéressant, mais ce que je pense être dommage maintenant, c'est que j'ai l'impression, et c'est juste une impression personnelle, c'est que il n'y a que lui qui peut faire ça. Alors voilà, ça, je voudrais justement rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a un concept, c'est le concept de validation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tribunal du peuple, de l'audience en vérité, qui avant, le seul tribunal qu'ils avaient, c'était ils achetaient les enregistrements ou ils allaient au spectacle. Maintenant, il y a n'importe qui derrière son écran et son réseau social peut se porter en juge. C'est bien problématique d'ailleurs. Et du coup, il y a une validation populaire, ou en tout cas du public qui se passe. Et le gars, comme il est asiatique, lui, c'est bon, c'est valide, tchac. Tu vois, le juif peut faire une blague sur le juif, le noir peut faire une blague sur le noir parce que lui, ça va, il sait. Et quelqu'un d'autre, parfois, il peut être validé. Par exemple, Gad Elmaleh, lui, il peut faire l'accent québécois parce qu'il a vécu au Québec, il le fait très bien d'ailleurs. D'ailleurs, il passait dans des émissions québécoises où même les gars n'en revenaient pas à quel point il était bon. Et donc, ok, validé. Il y a une validation. Voilà. Par contre, le gars qui n'a pas connu l'ethnie, le peuple, l'accent, tout ce qu'on veut, il est censé imiter. Ah non, ça c'est pas valide. Il y connaît rien, c'est pas bon. Et donc il y a vraiment ce jugement qui est fait. Donc c'est plus juste un avis subjectif en tant qu'amateur d'art. C'est vraiment un jugement de valeur qui est donné sur tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Et je pense que ça joue clairement à l'encontre de l'art en général, parce que les gens n'ont absolument pas le bagage nécessaire pour pouvoir donner un jugement cohérent et argumenté. C'est juste purement sentimental, émotionnel. Ouais, c'est ça, c'est purement super. Ouais. Et souvent, bon, alors dans des grossiers cas, c'est peut-être pas plus mal qu'on élague un petit peu ces humours très très limites, comme tu disais à l'instant, nul à chier de l'époque Live et compagnie. Mais prenons Les Inconnus par exemple, bon exemple, fin des années 80, les gars imitent des noirs. Alors quand c'est Pascal Légitimus, ça va, validation. Ok, il est martiniquais, ça va. Ouais. Mais si on fait une blackface à Bernard Campan, est-ce que c'est valide ou pas? Ouais, mais son meilleur pote est quand même à moitié black, donc ça peut passer. Mais clairement, aujourd'hui, ça passe plus. Eh ben, oui. Alors, c'est cool que tu viennes là-dessus. C'est quand tu parles des inconnus. Moi, quand je pense aux imitations, alors évidemment, tout le monde voit Pascal Légitimus qui fait l'infirmière. Enfin voilà, qui est merveilleux. Mais moi, je vois Didier Bourdon qui fait l'épicier arabe. Et je trouve ça mortel. Je veux dire, il le fait super bien. Je sais pas si tu te rappelles quand il faut acheter des piles. Alors, quoi, tu veux les piles, c'est pas où quelles sont les piles? T'as pas l'argent pour payer 4 piles, t'en prends une. C'est pas grave, la vie est déjà assez difficile. Je trouve qu'il a pas besoin. Enfin, je trouve ça hypocrite de dire il doit avoir des origines arabes pour pouvoir, tu vois, imiter ce truc-là, ou alors il doit avoir vécu là-bas. Je veux dire, le gars. Il a regardé ce qu'il y avait autour de lui. Genre, je ne sais pas s'ils habitaient Paris, mais bon, la France, c'est comme Bruxelles, hein, c'est hyper cosmopolite. Donc, je veux dire, tu n'as pas besoin de voyager pour entendre un panel d'accents. Et je veux dire, moi, mon père est d'origine marocaine. Je trouve que ça ne me donne pas spécialement à moi de la légitimité pour pouvoir imiter un Marocain. Je m'empêcherai pas de le faire, parce que moi, je suis parti là-bas des années. Et donc, je serais peut-être plus juste dans l'imitation, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, tu vois. Mais je trouve ça hypocrite de devoir aller chercher un peu dans les origines de la personne ou dans sa vie pour pouvoir dire, ok, ben ça, lui, il peut le faire parce qu'il a un lien. Parce que moi j'estime que n'importe qui, s'il le fait bien, et c'est là que je donne l'exemple, s'il le fait bien, franchement, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est-à-dire que tu introduis un système de valeurs. Alors, je te retourne l'histoire et je te dis, tiens, maintenant, tu as un gars, un humoriste qui démarre, et il est allé voyager une semaine à Rabat, et il revient dans son Paris ou son Bruxelles
on va même pas dire des vies cosmopolites, mais d'autres qui n'en sont pas, imaginons, peu importe. Okay. Et le gars commence à imiter un accent et il fait ça vraiment mal. Et toi qui a vécu là-bas, qui connaît machin, tu vas avoir une réaction émotionnelle en disant, mec, t'es à côté de la plaque. Oui, c'est mal fait. Tu fais ça nul. Et puis, tu vas avoir une réaction émotionnelle. Et toi, comme t'es éduqué, éveillé, que t'as un rapport à l'humour qui est plus, on va dire, plus réfléchi. Je vais juste trouver ça nul. Quoi. Voilà. Et tu vas pas te porter en juge et bourreau sur les réseaux sociaux. Mais imagine que tu as un peu moins cette retenue et ce machin-là, tu comprends que la réaction est très vite amenée en fait. Mais oui, mais ça je comprends bien. Mais je veux dire, c'est quand même, j'espère que c'est quand même un corollaire de l'éducation, du fait de pas se laisser emballer par nos émotions, et surtout nos émotions instinctives, les primaires, et aussi de pouvoir quand même peser un peu le pour et le contre. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses sur la planète qui se passent qui sont totalement scandaleuses, que pour commencer à péter un câble, parce qu'il y a un gars qui est parti une semaine en vacances à Rabat et qui est revenu et qui a fait une imitation pourrie, et où le gars se dit la façon dont il a imité les Marocains, c'est comme si j'arrive plus à retrouver les mots parce que c'est un truc que j'ai entendu. J'ai un pote là-bas au Maroc qui m'avait donné un exemple. Il m'a dit oui, c'est comme s'il insultait ma mère. Tu vois ? Il m'a dit ce truc-là, ça c'est comme s'il m'insultait. Mais je veux dire, c'est pas déjà il a pas insulté ta mère. Et je veux dire, c'est quoi ce c'est comme si ouais, mais non, on doit pas se laisser faire. Mais de qui tu parles ? Ouais, mais nous, il nous met pas en lumière. Enfin, je veux dire. C'est un gars qui fait une blague. Enfin, tu vois, il essaie de faire une blague parce que lui, je pense que son souhait, c'est de faire rire les gens. Donc, quelque part, à la base, l'humoriste, moi, je lui donne déjà une sorte de badge dans le sens, toi, tu peux dire peut-être un peu plus que ce que les autres ne peuvent pas dire parce que toi, quelque part, ce que tu recherches, c'est de créer du bonheur autour de toi. Oui, ou la réflexion, comme tu dis. Ou la réflexion, oui, mais c'est souvent après c'est pas indissociable, hein, tu vois. C'est pas de vouloir vraiment essayer de faire rire et après si le gars le fait pas bien, juste dire que c'est pas bien. Par exemple, prenons l'exemple de Tex. Alors voilà, moi Tex, je le connais pas personnellement, je n'aime pas son type d'humour. L'humour, c'est quelque chose de hyper subjectif. Hein. C'est super subjectif, c'est super clivant. Donc voilà, moi je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'il fait et comme Michel Leb, ce qu'il a fait, c'était mauvais. Non, mais comme ça, les gens peuvent faire la différence. Mais par contre, peut-être que je ne dis pas ce qu'il fait mauvais, je dis que ça ne me touche pas. Ce qu'il fait, ça me touche pas. Ce qui lui est arrivé, le lynchage pour sa blague à la con, t'as entendu parler de ce truc-là ? Ok. Donc, il était dans une émission et il aime bien faire des petites blagues et c'est même pas les siennes. Donc, ça veut dire, il répète des blagues qui circulent. Tu sais, quand on te raconte une blague, tu ne sais pas qui l'a faite, c'est des blagues qui circulent. Et. Il improvise en plus. Donc il improvise, ça veut dire que c'était même pas lui de parler. Il est dans une sorte de talk show et il dit j'ai une blague, mais elle est horrible. Hein. Je vous préviens, elle est vraiment horrible, je vous préviens. Il l'a prévenu 4-5 fois. Il monte sur scène et il dit qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir. Voilà. Et on lui dit plus rien parce qu'on lui a déjà expliqué 2 fois. Ok, c'est connu. Elle est connue cette blague. Ouais. Alors. Le sujet qu'elle traite, c'est un sujet grave, on s'entend évidemment, parce que le problème c'est que moi je frappe pas ma femme, toi tu ne frappes pas ta femme, machin, mais ça existe, oui. Et c'est assez important, c'est comme les cons, je veux dire ça existe, malheureusement. Mais voilà, ils sont là, mais je veux dire, à mon avis il doit y avoir un lien de causalité, à mon avis je pense qu'on ne doit pas trop se tromper, ça doit être plus dans les cons, ou alors des gens qui se prennent, peut-être qu'ils sont pas cons, mais c'est des pervers narcissiques, le nouveau mot à la mode où tout le monde rentre dedans, quoi, tu vois. Et il a été licencié suite à ça. Donc suite à cette blague-là qu'il a fait à Heure de Grande Écoute, il a été licencié. Je veux dire, la blague, elle est pas terrible. Moi, en plus, le pire, c'est que la première fois que je l'ai entendue, je crois que j'ai dû sourire, parce que quelque part, elle adresse un sujet... Parce qu'en fait, moi, c'est cynique, voilà. C'est cynique à mort. Et quelque part, le fait... Et c'est ça un des trucs que moi je trouve, c'est que le fait d'en parler, ça met quand même la lumière sur le fait que ça existe encore. Ça veut dire que pour moi, cette blague-là, on ne devrait pas l'interdire. Alors après, elle peut ne pas te faire rire, mais elle met quand même la lumière sur le fait qu'il y a encore aujourd'hui des femmes qui se font battre, tu vois. Et donc, de quoi le fait de le dire à la télé et que la blague soit pas spécialement de bon goût, voilà, je sais pas, cette sanction. Après, bon voilà, c'est pas un tribunal du peuple qui l'a foutu dehors, hein, c'est la directrice de TF1. Oui, mais la directrice de TF1, elle n'est pas philanthrope ni quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent et donc... Oui, tout à fait. Puis des spectateurs qui regardent la pub. Donc oui, tout à fait. Mais puis après, elle a aussi le loisir de pouvoir dire qu'elle n'aime pas le gars.
et qu'elle peut le licencier, même si parce que le gars il a présenté Les Amours pendant des années. Je pense pas que suite à cette blague-là, tout le fan club a dit ouais, on regardera plus Les Amours. Hein. Enfin, je pense pas. D'ailleurs, à mon avis, tous ceux qui regardaient Les Amours ont bien rigolé à cette blague-là. Causalité. Tu vois. Bon, voilà. Enfin, donc, je sais pas, c'est clairement quelque chose c'est un sujet qui est compliqué. Je pense que oui, on en arrive finalement sans transition. Je saute sur le cas Charlie Hebdo avec on écrit quelque chose qui est légal. J'ai le droit de le faire. Ça te choque, ben ouais, c'est l'idée, tu vois. Et comme ils disaient eux-mêmes, c'est un bon résumé, c'est la caricature, c'est un gros coup de poing dans la figure. Et si tu l'as reçu, c'est que ça a bien marché. Et alors c'est présenté sur des dessins cartoon, donc qui pourraient être une vocation humoristique. Donc là, on se rapproche de notre sujet ici. Et en fait, qui ont choqué plein de gens. Moi-même, je suis abonné, je reçois il y a certaines images qui sont carrément choquantes. Waouh! Et ça fait réfléchir. Et donc l'humour se veut plus léger, mais finalement, l'humour, c'est quoi? C'est l'héritage des troubadours, des trouvères, etc., qui racontaient des histoires sur le ton un peu rigolo, mais en fait, c'était des transmissions orales de l'histoire et tout ça. Alors finalement, le gars qui fait du stand-up et qui raconte sa vie, c'est un peu la même chose, à part qu'on s'en fout maintenant. Mais, mais on y reviendra. Mais sinon c'est ça, c'est je raconte une histoire. Et parfois, cette histoire, bah oui, elle est affreuse, elle est choquante, ça peut, à l'époque, on racontait la mort des gens et on mettait tous les détails. Ah, mais c'est horrible, on ne peut pas parler de ça. Ben oui, mais voilà, on raconte parce que c'était une façon de transmettre l'histoire. Et de faire réfléchir peut-être à quelque chose. Et si on raconte quelque chose normalement, sans rien, en mettant une emphase un peu plus dure, peut-être que ça va poser un peu plus le point. Et je pense que c'est pas réfléchi comme ça quand un texte fait une blague comme ça, il veut faire le marrant. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il a été indélicat et peut-être probablement que dans son contrat, il y a des choses qui prévoient le fait qu'il ne peut pas faire ce genre de choses. Mais non, ça c'est effectivement, on va dire à la société, je veux dire, la compagnie, la société de la télévision, de dire, voilà, est-ce que c'est valide ou pas valide. Et s'ils ne réagissent pas, ils se prennent plein de problèmes en termes de spectateurs, de pubs, des annonceurs qui se retirent aussi, il ne faut pas oublier ça. Ouais, tout à Donc fait. ils se disent, non, il faut prendre mesure. Et c'est finalement quand même le tribunal du peuple, c'est-à-dire que, ok, l'acte final a été donné par la directrice ou le directeur, mais on va dire le fait que cette personne ait licencié ce texte, eh bien, c'est probablement parce que tout au fond, en dessous, il y a des problèmes de pognon. Voilà. Oui, sûrement. Après, c'est dans un cadre spécifique. Hein. C'est passé à la télé, 1 heure de grande écoute, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est pas quelque chose. Je veux dire, des blagues comme ça, il y en a encore pire si tu vas dans des soirées cabaret ou quand tu payes, voilà, où tu sais pourquoi tu payes, quoi. Mais ouais, voilà. J'ai un problème de transition. J'ai un petit problème de transition. Ah oui, c'était ça. Je voulais parler aussi de l'appropriation culturelle. Tout à fait. Donc, parce que ça, on a évoqué avec le sujet. On avait effleuré un petit peu. Moi, j'ai un peu. Alors, je crois que j'ai un problème de compréhension. Je pense que je ne comprends pas en quoi. Lors d'une représentation artistique, que ce soit un sketch humoristique ou ça peut être de la danse. Hein. J'ai eu le cas avec ma copine où moi je lui avais conseillé parce que je trouvais qu'elle avait un physique qui correspondait. Je lui ai dit écoute, il faudrait que tu bases ton spectacle sur Cléopâtre et que tu fasses une égyptienne. Et il faut savoir que dans l'univers de la pole dance, c'est vraiment un univers où les femmes se sont réappropriées tout cet art et où tu as vraiment des conglomérats de femmes très féministes. Et elle a eu en retour ce concept de non, c'est l'appropriation culturelle. Tu ne peux pas interpréter une égyptienne parce que tu n'as pas d'origine égyptienne. Pas validé. Mais d'où ça sort ce truc? Mais, déjà, c'est étonnant concernant ce cas précis dont je t'évoquais hier aussi, le fait que, en fait, c'est pas juste parce que une égyptienne de 2020, c'est pas Cléopâtre, tu vois. Oui, c'est ça. C'est plus du tout pareil. D'ailleurs, il y a de fort à parier que les frontières de l'actuelle Égypte n'ont rien à voir avec celles de l'époque, et que si ça se trouve, ils étaient libyens ou on n'en sait rien, tu vois. Et finalement, c'est un peu, je trouve, aller dans le sens un petit peu idiot de on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, comme faire la fameuse, tu parlais de Didier Bourdon, mais la chanson de Didier Bourdon avec je sais pas si tu la connais, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Ah, je me rappelle plus, mais je pense que oui, je la connaissais. À mettre au montage. Ok, j'en mettrai. Très sympa. Et qui lui, en tant qu'expérience, dit voilà, moi j'ai connu à une époque où on pouvait à peu près dire ce qu'on voulait, maintenant on peut plus rien dire. Et je pense on sort vraiment là-dessus. C'est dans le doute où. Et que nous, on est dans la lutte sur la reconnaissance des minorités, des gens exploités, etc. Si nous, avec ce drapeau-là, on se permet de faire
cette dite appropriation culturelle, alors on reviendra sur la définition elle-même, mais donc c'est niet. Et cette radicalité-là, je pense que dans la lutte aujourd'hui, elle est naturelle. Ça va de pair avec le côté à fond, extrémiste. Ouais, tout à fait. Quand je dis extrémiste, c'est toujours un terme un petit peu dangereux, mais c'est vraiment aller au fond des choses. Et les gens qui ont un défaut dans ce qu'ils font, on soulèvera toujours ce défaut en disant on invalide votre lutte. Tu sais, c'est le fameux écolo qui il est à fond écolo, à fond, mais il prend l'avion pour aller en vacances. Tant que tu n'es pas écolo, ce n'est pas validé. Et au moindre pet de travers de la personne, c'est directement, c'est voilà, tu vois, c'est pas bon ce que tu fais. Typiquement, moi j'essaie de faire attention à tout ça, tu vois, faire attention à l'écologie, faire attention autour de moi. Je prends plus l'avion depuis des années. Je fais plus la vaisselle. Et c'est vraiment des trucs, je fais plus. Mais à côté de ça, voilà, ça m'arrive de manger une mangue, c'est débile parce qu'elle vient de l'autre bout de la planète. C'est sûr, et tu te dis ouais, mais en fait non, tu vois, j'achète plus de bouteilles en plastique, mais à côté de ça, il y a certains produits que j'ai qui malheureusement viennent emballer dans du plastique. Je pense que oui, mais bon, à la base, si tu fais un effort, déjà, il n'y a pas besoin d'être irréprochable. Et surtout que moi, je fais pas du prosélytisme, c'est-à-dire que les gens à qui veulent savoir, je partage, tu vois, cet avis et cette façon de faire, mais c'est pas, j'en fais pas une lutte. En revanche, si j'en faisais une lutte, si je faisais de la promotion de tout ça, je sais que je serais cible de tous ces petits problèmes-là et qu'on viendrait me les mettre on vient me frotter me caca sous le nez, quoi. Et c'est exactement la raison, je pense, pour laquelle ces groupes qui, comme tu dis, qui se veulent ultra-féministes et tout ça, se disent non. Comment est-ce qu'on peut faire l'égyptienne alors que nous, on est les pro-féministes, non, donc on invalide. Et je suis même pas sûr que si c'était une vraie égyptienne qui le faisait, il validerait quand même. Oui, mais attention, rôle de la femme à l'époque, tu vois, c'était peut-être une reine, mais on sait pas. Et il y aurait sûrement d'autres discours aussi. Voilà. Donc je pense que c'est pour se donner une cohérence. Alors elle est légitime, ça c'est pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je me pose pas en juge. Ok, d'accord. Donc je vois. Maintenant, c'est marrant, c'est bien. Tu vois, c'est super intéressant. Donc maintenant je comprends le truc. Donc c'est même pas. En fait, c'est pour paraître irréprochable. Exactement. C'est ça. Donc tu vois, c'est pour paraître irréprochable. Et donc ça veut dire que même quelque part. Donc il y a quand même une démarche assez intelligente derrière dans le fait que de se dire, c'est pas que elle trouverait ça scandaleux, mais c'est qu'elles se disent ça va pourrait être peut-être la première brèche sur laquelle on va pouvoir être attaqué et qui pourrait discréditer toute l'approche que nous on a par rapport à ça. Et c'est possible qu'au bout d'un moment, cette réflexion-là ne soit plus faite et qu'en fait, elles estiment toutes que c'est juste scandaleux. Et c'est là où ça devient périlleux. Mais voilà, c'est ça. Et c'est là où ça devient dangereux. Oui, voilà. En fait, dans le discours que tu viens de faire, tu leur as accordé une intelligence que moi je leur avais pas donnée directement. Je sais pas. Je les connais pas. Non, mais moi non plus. Mais moi non plus, je les connais pas. Mais et quand je dis, attention, je dis pas qu'elles sont connes ou quoi que ce soit. Je parle au niveau de la réflexion. Parce que la réflexion là que tu m'as faite, je comprends tout à fait, et je trouve qu'elle est pertinente et elle est légitime. Mais ce que tu m'as dit juste après, c'est ça. C'est de se dire, est-ce que c'est dans quelle version est-ce qu'on est ? Voilà. La personne à qui tu parles de ça, le sait-elle ? Ou peut-elle te dire pourquoi ? C'est juste, non, c'est scandaleux. Mais de nouveau, les grandes luttes qui ont été faites dans l'histoire de la société, en tout cas occidentale, il y a ces dernières centaines d'années, il y avait des gens qui étaient on va dire des porte-drapeaux, qui étaient normalement plus au courant de tout ce genre de choses. Et puis après, il y avait les soldats, quoi, les troupes, tu vois, et à qui on disait juste, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu sais, le fameux nous revendiquons que tu connais certainement. Cette vieille vidéo, la vieille interview des années 90, je crois. Et ça, je pense que le mouvement a besoin de foule. Et je pense que c'est difficile d'expliquer en profondeur à tout le monde. Il faudrait, à mon sens, tu vois. Mais peut-être que le message passe pas aussi bien. Et le fameux TLDR, Too Long Didn't Read, tu te fends d'une explication qui fait plus de 4 lignes. Je passe à autre chose. Tout à fait. Donc restons avec des messages ultra simples, ultra basiques, quitte à pervertir le message original. Voilà, mais on se retrouve vraiment dans des situations comme ça. Ça me fait directement penser à la théorie du bullshit. Alors, je sais pas si tu es familier avec cette théorie, mais en fait, quand je vais te l'expliquer, elle fait sens tout de suite. Et au fait, c'est là que tu vois que l'avènement des réseaux sociaux et de la façon dont on consomme Internet, ça devient très dangereux. En fait, la théorie du bullshit, ça part du concept que c'est beaucoup plus facile de balancer une information qui est fausse qu'une information qui est vraie. Tout à fait. Je veux dire, ça me semble tout à fait logique. Je vais te donner un exemple avec toi, je vais dire, quel âge tu as ? 42 ans. Prouve-le. Moi, je dis que tu as 35. Oui, sur ma carte d'identité. Ouais, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est vraie, tu vois ?
Ça fait. Voilà, exact. Et en fait, donc ce système de langage fait que ça devient beaucoup plus long pour la personne qui doit justifier le fait que la personne qui balance la connerie. Et donc, de façon mécanique, automatiquement, avec le temps, surtout avec tous les serveurs de vidéos et compagnie, quand tu vois le nombre de flux vidéo qui est posté sur YouTube et le flux d'informations, c'est que automatiquement, il y a beaucoup plus d'informations fausses que d'informations vraies. Parce que ça prend beaucoup plus de temps de faire une information vraie que de faire une information fausse, et beaucoup plus de temps de faire un démenti, alors qu'une fois que tu as fait le démenti, le gars va dire « Ouais mais non, en fait c'était pas 35, je disais qu'il avait 32 ». Et toi tu es reparti derrière pour faire un démenti. Et donc c'est une théorie. Il y a un mec qui a une chaîne sur YouTube, je sais plus exactement qui, j'essaierai de retrouver, si je retrouve je mettrai le lien dans cette vidéo, où il a un cours là-dessus, où il explique vraiment toutes les raisons, et comme quoi c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, mais au fur et à mesure que la communication s'est facilitée, et ben ce truc a commencé à exploser, quoi. Et je veux dire, c'est tout simple. Enfin, quand tu vois le compte Twitter de Donald Trump, je veux dire, on va même pas dire du mal de lui. Je veux dire, il faut juste regarder son compte Twitter. Je pense que 95% des tweets qu'il met sont complètement faux. Et au fait, il y avait des gens qui s'amusaient à faire du fact-checking, mais le mec va trop vite. Il va beaucoup trop vite, et donc les gens ont arrêté. Et surtout parce que les gens n'ont plus cette attention. Maintenant, quand tu vois la durée moyenne des vidéos vues sur YouTube, c'est 3 minutes et demie. Donc c'est la moyenne, hein. Donc tu as des gens qui se tapent la vidéo de 40 minutes, mais c'est 3 minutes et demie. Donc les gens n'ont plus suffisamment d'attention pour pouvoir tu vois, avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout. Il leur faut du rapide, il leur faut du simple, mais la vie n'est pas simple. Tu vois, c'est très complexe, et on arrive dans le même système que ce que tu venais de dire, c'est que on essaye de tout simplifier pour les gens, mais alors je veux dire, le message qui était derrière n'est peut-être plus le même, parce qu'un message qui est intéressant, c'est un message... Alors, je ne dis pas que tout ce qui est compliqué est nécessairement intéressant. Beaucoup de choses qui sont compliquées, qui sont totalement chiantes, on s'entend. Mais c'est que pour avoir la richesse d'un message, il faut que les gens puissent admettre qu'il faut faire une démarche personnelle de se renseigner là-dessus, être aussi beaucoup plus curieux. Et donc, le problème, je comprends, hein, c'est que quand tu veux vite convaincre un maximum de gens, il faut que ça soit le plus simple, le plus basique possible. Mais je veux dire, tout le monde n'est pas chirurgien. Tout le monde ne peut pas développer le vaccin contre le coronavirus. Je veux dire, c'est bien de vouloir avoir la masse, mais ça me refait penser à un autre sketch. C'est marrant parce que j'arrive à trouver des références dans les sketchs. Dans un sketch de Jim Jeffries, c'est que la masse, par définition, ça avance plus lentement que l'individu. De fait. De nouveau. Ouais. Enfin, c'est de nouveau. Et même si tu le fais même visuellement. Ouais. Je veux dire, un gars qui court versus une masse qui court, enfin, tu vois, ça va moins vite. Et que dans la société est régie par des règles qui doivent prendre en compte la personne la moins... vive. Ouais, la moins vive. Mais t'arrives à sélectionner des mots comme ça que je trouve merveilleux. Donc oui. Et donc, c'est vrai que ces lois sont carrément faites pour les personnes voilà, ça doit couvrir tout le monde, dont les personnes les moins vives, et que donc tu te retrouves dans des fois des situations aberrantes où tu ne peux plus, je pense que c'est ça, quand tu ne peux plus exprimer un sujet, quand tu ne peux plus parler d'un sujet, tu vois, quand on fait toujours référence au point Godwin directement, quand tu ne peux plus parler d'un sujet, moi je pense que ça a été fait justement en se disant, il ne faut pas que des gens qui soient contre, et pas qui soient contre, qui réfutent le passé, puissent influencer d'autres personnes. Ça veut dire que tu pars quand même du postulat que... tu fais le papa au fait, donc tu fais le papa du peuple, tu vois, à travers cette loi-là. C'est-à-dire, tu dis, non, les gens ne sont pas suffisamment éduqués eux-mêmes et ne sont pas suffisamment responsables que pour pouvoir se dire eux-mêmes que c'est faux, il faut l'interdire. C'est la même chose, tu ne retrouves pas que ça pour ça, hein, tu retrouves ça aussi pour certaines drogues. Alors ça, c'est hypocrite à mort, parce que ça ne concerne pas toutes les drogues. Et c'est récent dans l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire, il y en a jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y avait de la cocaïne dans le coca. L'héroïne, c'était pour se calmer les dents, et on n'en parle plus. Ouais. Mais bon, ça donnait des états de conscience et de réflexion à des gens qui valaient mieux peut-être pas qu'ils réfléchissent trop et, et qui restent bien dans les rails. Donc oui, enfin, c'est clair. Et je pense qu'on est dans le sujet qui nous préoccupe ici, pour retomber dessus. C'est un peu la même chose. Peut-être en moins médical en tout cas que ça. Mais voilà, tu peux faire réfléchir les gens, tu peux leur réveiller la conscience, tu peux les choquer, tout ce que tu veux. Mais quand tu commences à avoir
une aura qui dépasse le café du coin, ou les copains avec qui ou ta petite SBL avec laquelle tu fais ton cercle d'humour, bien, tu commences à avoir une vision publique, et cette vision publique se conforte à certaines règles. Ça a toujours été le cas. Ces règles sont peut-être plus contraignantes à certains égards et moins contraignantes à d'autres, tu vois, dans le sens que, je sais pas, il y a 150 ans, une femme ne pouvait pas s'exprimer en public, point la ligne, et pas plus loin que ça. Donc, de ce côté-là, il y a moins de contraintes. Il y en a beaucoup d'autres, à plein d'égards pour les femmes, mais on est bien d'accord. Je parle bien dans le simple fait de s'exprimer publiquement. Et d'un autre côté, il y a Eddie Murphy, dans des très bons épisodes d'ailleurs sur son spectacle, où le gars se dégomme pendant 15 minutes les homosexuels, alors qu'entre parenthèses, il est fringué, mais pas permis, je veux dire, plus gay que sa tenue, il n'y a pas moyen, quoi, tu vois, décolleté jusqu'au nombril, cuir brillant, je veux dire, c'est Freddie Mercury en rouge, quoi. Et le gars dégomme, et à un moment, je dis, mais il rigole plus, en fait. Tu sais, j'ai vraiment regardé tout, j'avais jamais vu ce spectacle comme ça en entier. Tout à fait. Et suite à ton émission, je l'ai fait, j'ai dit, mais ça va pas, mec. Qu'est-ce que t'as un problème, t'es fâché, tu te poses des questions, tu vois, mais il y va. Voilà. Mais oui, il y va. Mais c'est comme j'avais dit, je l'avais remis. Il fallait le remettre en contexte. Hein. C'était, tu vois, juste, c'est la période un peu post-Woodstock où il y a vraiment une libération sexuelle. T'as le SIDA qui est apparu pour ça faisait, je crois que quand il a fait le spectacle, donc c'était Delirious, ça faisait que 1 an que ce truc était apparu, et il faut savoir que, comme on l'avait dit, hein, il est apparu dans je crois que c'était à Boston ou au Massachusetts, ils ont découvert 4 patients qui étaient 4 patients homosexuels qui avaient une sorte de variante de la pneumonie. Et voilà, et à l'époque, même les journalistes ont appelé ça la peste rose, parce qu'ils ne savaient pas du tout d'où ça venait, et que ça ne concernait de prime abord que les homosexuels, et donc ils se sont dit c'était de la punition divine. Et aussi Eddie Murphy, je crois qu'il a 21 ou 22 ans. C'est un gamin. C'est un gamin qui n'était pas connu il y a 3-4 ans, qui traîne avec ses potes. Tu regardes dans les cours de récré, je crois que ça doit être très... c'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais bon, je veux dire, ce sont aussi les enfants de ces gens qui sont autour de nous, qu'on ne voit pas. Je crois que l'insulte sale pédé, je crois qu'elle doit encore être d'actualité. Plus que probablement. Ouais. Plus que probablement. Alors, après, moi, j'ai pas été dans une cour d'école, mais je pense que... Mais voilà, je veux dire, ce sont des enfants qui n'ont pas encore le temps de se faire leur propre esprit critique et tout. Alors je dis pas qu'à 22 ans t'es pas un adulte, t'es pas responsable de ce que tu dis, mais je veux dire moi je vais en avoir 36. Je trouve que je suis encore jeune, que j'ai énormément de choses à apprendre. Plus j'apprends dans des domaines, plus je me rends compte que je sais rien. Ça c'est vraiment le truc. Alors qu'à 22 ans j'aurais pu penser que je connaissais des choses. Donc tu vois, je veux dire, ce qu'il dit pour moi c'est si tu le remets en contexte, c'est excusable. Ah mais clairement, j'entends d'accord. C'est-à-dire que je fais pas un tribunal, tu vois. Et je dis pas, mettons ce spectacle. Mais tu vois qu'il y va fort et que tout le public se marre, quoi. C'est ça. Et moi, ça m'a un peu choqué en me disant, mais surtout par rapport à lui, en me disant, mec, t'as quelque chose à cacher. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais retourné comme ça, tu vois. Ils l'ont toujours dit, hein. Ça, c'est un truc, c'est une arlésienne, hein, où on dit toujours que les personnes les plus homophobes, ce sont des personnes où c'est pas très net chez eux. Et j'ai envie de leur dire à ces personnes-là, c'est normal que ça soit pas très net, parce que c'est pas très net chez tout le monde. D'ailleurs, hier soir, je me suis refait un bon vieux film de 2006 ou 2008, je sais plus, qui s'appelait Sex Drive. Ok. Pas malin du tout. C'est quoi? C'est dans la même veine que toute la bande à Patoff et compagnie. Alors, je sais plus exactement qui l'a réalisé, je l'ai plus en tête. Et c'est un teen movie. Ok. Ça fait du bien de temps en temps. Complètement idiot. Et on retrouvera quelques têtes qu'on a revues dans d'autres films après. Okay. Et il y a justement ce thème-là. Bon, je spoil pas, mais il y a ce thème-là qui revient avec l'homophobie qui finalement voilà, c'est assez pas mal. Et donc de dire voilà, c'est clairement effectivement une situation dans laquelle aujourd'hui bien il y aurait un jugement, c'est-à-dire que tu fais ce même spectacle là, c'est des salles qui vont t'interdire, ce sont des distributeurs qui vont dire non, moi je prends plus la responsabilité de mettre un truc comme ça. Mais tu vois, le pire c'est que donc il y a ces trucs là, et on peut parler de différents cas. C'est que oui, t'as certains distributeurs qui se disent bah voilà, moi je veux plus être associé à ce type d'humour ou à ce type de personnage ou de représentation, mais tu as aussi des contraintes légales qui ne sont pas directes, qui ne sont pas des lois qui ont été créées pour interdire, mais qui utilisent des subterfuges. Par exemple, le cas de Dieudo, c'est trouble à l'ordre public. Donc, oui, ça fait. Je veux dire, il n'y a même pas de papier légal. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, mais il n'y a même pas de papier légal qui l'interdit de se produire. Puis voilà, de toute façon, maintenant, je pense qu'il est sur... voilà, c'est comme je disais, il a fait de très grandes choses.
Mais c'est comme la série Lost, quoi. Tu vois que là maintenant les scénaristes ils ont plus d'idées et que ça va finir en nœud de boudin. Ça va finir en nœud de boudin. Le plus beau, c'est ce qu'on avait dit. J'avais discuté avec un gars, on a fait l'interview, un podcast à Paris rapidement, où on se disait que la plus belle clôture, ce serait qu'il arrête tout et qu'ils disent je déconne. Mais qu'ils disent tout, hein. Qu'ils disent le Zincoin, je déconne. La non-assurance, je déconne, c'est de la merde, je me suis fait plein de blé. Jean-Marie Le Pen, c'est pas le parrain de machin. Mon gosse, il s'appelle pas Plume et Bazar. Enfin, et qui disent, au fait, tout ça, je déconne. Et qu'il aille voir Ellie, qui fait, écoute, voilà. Ça a été mon plus beau rôle. Et qu'il arrête à 65. Et franchement, je pense. Et puis qu'ils disent, tu sais, Alain Soral, un infréquentable, lui c'est un infréquentable. Évidemment, comme je jouais ce personnage-là, je pouvais pas vous l'expliquer. Les plus érudits ont compris que c'était pas une position que je défendais. T'es pas en train de rêver là? Oui, complètement. Et non, mais par contre, je me dis que s'il fait ça, je pense que tout le monde va dire ok. Je pense que tout le monde. Ah oui. Ah, parce que ça serait super. Et en plus, qu'ils disent tout l'argent que j'ai récolté avec l'assurance et le Zincoin et le machin, je le donne à une association pour les mémoires. Oui, où je paye mes impôts. Enfin bref. Oui, voilà. Oui, voilà, peu importe. On va pas aller dans le détail. Mais bon, ça serait. C'est tout à fait. Oui, c'est pas mal. Un fantasme. Oui, c'est ça. Oui, c'est plutôt de l'ordre du fantasme que de. Enfin oui, mais voilà. Et tu vois, et c'est clairement un changement de société qui te dit que tu peux faire, tu peux pas faire. Donc tu as l'autorisation, tu as comme je disais tout à l'heure, la validation. Mais alors c'est quoi l'autorisation? C'est quoi? C'est les likes sur ta vidéo YouTube? C'est quoi? C'est les non-dislikes. C'est les non-dislikes. Ouais, c'est-à-dire, si tu n'as pas tombé sous l'opprobre du peuple, si tu n'as pas été mis au pilori public sur lequel on t'a jeté des tomates et tout pourri, eh ben alors ça va. Ok. Après, maintenant tu deviens dans l'ordre de l'acceptable. Donc, ok. Puis alors, pour que ça commence à marcher, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, je propose qu'on utilise ce petit élément pour rebondir sur l'autre élément dont on avait parlé tout à l'heure. Vas-y. C'est les jeunes humoristes français. Ouais. Tu voulais en parler? Tout à fait. C'était donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc je n'ai pas fait de blagues racistes, je n'ai pas fait de blagues qui choquent les différentes minorités, etc. C'est ça. Je passe, ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas? Comme toujours, il faut que les gens s'identifient, donc il faut que ça ratisse large, très large, surtout, que je raconte ma vie mais sans raconter de trucs extraordinaires, mais quand même avec des choses qui font un peu rire, donc un peu de soi-disant autodérision, où je me mets un peu à mal en racontant que j'étais bourré ou que oui, c'est beaucoup d'ego trip. En fait, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu parce que, alors, je vais être un peu méchant, pas méchant, c'est pas du tout la volonté, mais c'est une association qui en tout cas me séduit dans ma tête, et on pourra en discuter si t'es pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est devenu la télé-réalité de l'humour. Ce sont des mecs qui racontent leur vie, qui racontent leur expérience. Alors évidemment, tu vois, je suis sûr et certain que si je tombais sur un des humoristes, il va dire non mais attends, on peut plus parler de ça, et maintenant si je parle de moi, je peux plus parce que c'est la télé-réalité de l'humour. Mais putain de merde, qu'est-ce que je peux faire? Non, et je comprends les avoir. Enfin déjà, moi je parle du principe que tu peux parler de tout, mais là je trouve qu'ils parlent beaucoup d'eux. Ils se mettent dans des situations un petit peu ubuesques. Il y a énormément d'autodérision. Enfin, c'est très bien, mais je veux dire, quelque part, ils se foutent par peur de se foutre de la gueule de quelqu'un d'autre qui pourrait blesser. Ils se foutent de leur propre gueule ou de personnages imaginaires. Et donc, moi, ce que je me dis là-dedans, c'est je me dis, mais est-ce que nous ne serions pas des grosses hypocrites de merde, sous prétexte qu'au fait, tu peux plus te foutre de la gueule de quelqu'un, mais tu peux te foutre de ta gueule et les gens ils vont rire parce que tu as de l'autodérision, mais que quelque part ils vont se moquer de toi avec toi. Attends, je vais aussi juste aller embarquer sur un truc où je trouve, c'est tout à fait subjectif, que l'humour français a manqué énormément d'autodérision pendant des dizaines d'années. Se foutent de la balle des autres, ils étaient champions, mais cocorico derrière. C'est vrai. Alors ils ont découvert l'autodérision avec la vague des Belges qui sont arrivés à Paris, les Poulvord, les compagnies. C'est vrai. Et où les gens commencent à se foutre de leur propre gueule et arrêter de se la péter tout le temps. Et puis il faut dire aussi qu'il y avait tout le groupe de Cône Garcia et compagnie qui a commencé à bien délirer aussi. Donc je pense que c'est quand même une mouvance qui s'est mise en place. Et maintenant ils ont trouvé la recette, quoi. Tu vois, donc c'est le filon. Comme dirait Max Boublil, quand tu as trouvé le filon, c'est qu'on te creusait à côté. C'est pas débile. Il dit voilà. Et alors ils ont trouvé le truc. Alors je regarde pas mal les vidéos de Montreux. Ouais, moi aussi. Et voilà.
Ça se ressemble. Ça hein. tourne un peu autour du même thème. Je me marre quand même, c'est quand Ouais, même moi sympa. aussi. Hein. Et puis il y en a un ou une ou deux qui sortent un peu au-dessus Ouais, du lot c'est ça. et tu dis ok là il y a moyen, mais pour le reste Non, ouais, tout à fait. Moi, en fait, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Et c'est une pensée que j'ai partagée. En fait, j'ai été la semaine passée, j'ai été à Paris pour participer à un podcast de Momoran. Je ne sais pas si tu connais Momoran. En fait, c'est aussi un jeune humoriste français qui débute. Hein. Je pense que pour l'instant, il remplit des petites salles et il m'a invité parce qu'il fait un podcast à Paris. Bon, ça s'est pas exactement passé comme je voulais parce que j'ai eu plein de merde toute la journée. Moi, le jump que je veux verrouiller qui verrouille pas, où on me facture 100 balles parce qu'on est hors zone, on est en Seine-Saint-Denis. Enfin, tu vois, j'arrive là-bas transpirant, machin. J'ai même l'étiquette de mon pull que j'avais acheté il y a 2 jours qui est encore resté là. Tu vois, le truc fameux. Je me fais interviewer avec un autre gars qui faisait un mémoire sur la professionnalisation du stand-up, et en fait on a une discussion à 3 si tu veux, triangulaire qui ne fonctionne pas. Enfin, tu vois, ça prend pas, donc je sais même pas s'il va la publier, mais ça prend pas. Et même mes interventions, moi qui suis vraiment, tu sais, je fais toujours attention, j'essaye d'apporter du contenu. Moi, je ne supporte pas que quelqu'un m'écoute sans qu'il n'apprenne quelque chose, ou de juste balancer des arguments d'autorité sans les argumenter. C'est un truc que moi j'insupporte. Ben écoute gars, j'ai l'impression que j'ai fait que ça là-bas. Donc je suis pas du tout content de ma prestation. mais voilà, écoute, j'apprends. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas mon métier, quoi, tu vois. Donc j'apprends et j'en ressors enrichi. Et j'avais émis ce truc-là en lui disant, que je trouvais que les jeunes humoristes français... Alors lui, il a tout de suite vu la pique, hein, évidemment, parce qu'il est humoriste français. Moi, je disais que je trouvais les jeunes humoristes français qui faisaient recycler un peu tous la même chose, qui parlaient beaucoup d'eux, et que c'était pas très instructif. Lui de me rétorquer, je vois ce que tu veux dire, mais après, à partir d'un moment, les humoristes parlent de ce qu'ils veulent. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et les sujets qu'ils connaissent le mieux, c'est eux-mêmes. Tout à fait d'accord avec lui. Et qu'ils n'ont pas spécialement envie de parler de choses peut-être plus intéressantes parce que ça ne les attire pas plus que ça. Et que l'humour doit rester quelque chose qui vient de toi, où tu ne dois pas faire un effort envers quelque chose qui ne serait pas... Donc tu vois, il faut que ça reste quelque chose d'agréable. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti... Oui, mais bon... C'est comme ça que j'ai ressenti sa réponse, qui moi, quelque part, ne m'a pas convaincu, parce qu'il me dit, moi, j'ai pas commencé à faire des blagues sur des trucs scientifiques ou historiques, vu que j'y connais rien. Enfin, je veux dire, tout est scientifique et historique. Tout ce qui se passe. Je veux dire, tu peux pas dire que t'aimes pas ça, parce que tout ce qui est autour de toi, tout est scientifique et historique. La raison pour laquelle t'es là, c'est lié à l'histoire, et tout ce qu'on utilise autour de nous, tout est scientifique. Donc, quelque part... Toi, je pense que tu penses encore au syllabus, tu vois, que quand je dis historique et scientifique, qui pensait à de la matière difficile. Mais non, je veux dire, juste parler de choses qui sont autour de nous, ça semblait pas spécialement les intéresser. Et moi, dans l'humour français, il y en a très peu. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu, je trouve. Alors, attention, hein, ça ne les empêche pas d'être drôles. Il y en a qui sont drôles. Mais moi, tu sais, je peux parler de moi, c'est pas ceux qui me font le plus rire où je passe un meilleur moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire, je vais faire un rapport avec un autre art qui me plaît bien, c'est la cuisine. Ouais. Quand j'entends qu'il me plaît bien, c'est-à-dire que pour la consommer, pas pour la fabriquer. Et tu vois... C'est important, c'est important. Oui, parce que sinon, tu me laisses encore 30 secondes, je t'inscrivais à Top Chef. Hein. Non, c'est façon. Et donc, oui, en tant que testeur. Oui, voilà, ça va trouver une option. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire que je reprends ce que tu disais tout de suite. Donc, l'humoriste doit faire ce qu'il veut, il va faire ce qu'il connaît, etc. Alors, on me dit la même chose d'un chef. Oui, il fait que ce qu'il aime, il fait que ce qu'il veut. Ouais, mais moi, je trouve ça dégueu. Ouais. Donc, et j'ai... tout doucement, avec le temps qui passe, je fais toujours le rapport avec l'humour, je commence à être éveillé au sujet, je commence un peu à connaître le bazar. Alors, je suis pas expert en la matière et justement je continue, j'aime toujours me manger une bonne vieille grosse frite qui m'a bien plu, etc. Mais qui au fond, quand tu auras fini, va dire ouais ça va, c'était une grosse frite, quoi, tu vois. Et tu vas manger un truc un peu plus raffiné qui peut-être sur le moment même te fait moins éclater, tu vois. Et puis quand tu y repenses, tu fais ouais, il y avait quand même une recherche derrière et tout, ça m'a plus plu, tu vois. Et donc je pense qu'on est un peu dans le même... Tout à fait, j'aime beaucoup ton analogie avec l'art culinaire. Ça me plaît bien. Et tu vois, et ça m'empêche pas d'apprécier des trucs de moins bonne facture, on va dire, mais qui sont faits qui sont faits avec cœur. Maison. Mais oui, mais il faut faire les choses correctement, tu vois. Et je pense que ça c'est un truc qui parfois se perd un peu dans l'art, c'est-à-dire que il y a un peu une pédance qui se met en place dans laquelle tout doit toujours être absolument excellent. Je pense que et excellent sous quels critères en plus, tu vois. Et donc
tu l'expliquais avec justement les adeptes de la clean comedy, que c'est moins percutant, c'est-à-dire que qualitativement c'est bon, mais que d'un point de vue objectif sur la profondeur des sujets abordés, etc., on est sur des trucs très légers. Ah, c'est très léger. Tu ressors de là, techniquement, tu as juste passé un bon moment divertissant. C'est ce que les gens appellent le fait de se vider le cerveau. Mais c'est bien fait. Mais c'est très bien fait. C'est extrêmement bien fait. Attends, c'est très bien. Parce que pour pouvoir faire du clean comedy sans tomber dans la vulgarité... C'est presque plus difficile. Oui. Ah, il y a certains humoristes, je crois que c'était Bill Cosby, il disait que c'était le plus dur. Il dit c'est facile de faire rire en me disant du shit, fuck you, et en disant des trucs affreux, que c'est très compliqué de faire rire en étant clean. Voilà. Donc ouais, il y a plusieurs écoles. Mais le pire, c'est que eux, dans le stand-up qu'ils font, ils sont pas clean. Moi, quand je regarde les nouveaux stand-uppers français, il y en a, enfin, bon, après, ils parlent en mode... Comme toi et moi on parle. Après, bon, ils utilisent certains termes un peu vulgaires, ça parle beaucoup de cul, ça parle toujours des mêmes concepts. Moi, je trouve, et c'est ce que j'exprimais, c'est que je trouve que pour l'instant, il y a un gap. C'est qu'il y a très peu d'humoristes qui font des choses qui sont, en plus d'être drôles, qui sont intéressantes. Je vais te donner... Et le pire, c'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire oui, mais moi, si ça devient un petit peu brainy, c'est chiant. Non, faut pas voir ça comme ça. C'est beaucoup plus jouissif quand tu rigoles à quelque chose qui est un peu perché. Et ça doit pas être intelligent dans le fait de t'apprendre des trucs techniques. Tu vois, par exemple, dans le spectacle d'Alexandre Astier, l'exoconférence, je trouve ça très drôle. Après, il y a des positions qu'il prend où on peut débattre, parce que si on veut faire de l'humour intelligent, il y a certains trucs qu'il dit qui sont pas totalement corrects, mais bon, je veux dire, on s'en fout, c'est ce que je disais, c'est 95% de fois plus intelligent que n'importe quoi d'autre, donc franchement, on lui reproche pas du tout. Mais je veux dire, il parle quand même de la distance entre le spin d'un atome d'hydrogène, il parle quand même de trucs assez techniques, des pulsars et compagnie. Moi, j'ai été avec des gens qui ont regardé ce spectacle-là et ça ne leur a pas plu parce qu'au fait, ils se sont sentis largués la plupart du temps. Ben, en fait, je pense que c'est un bon exemple que tu soulèves là. Je fais juste une petite digression là-dessus. Un autre spectacle d'Alexandre Astier que j'ai adoré, c'est que Ma joie de mort. Oui, tout à fait. Et lui, il est musicologue. Donc ça, ouais. c'est un de ses métiers. Donc il a étudié ça, c'est vraiment son boulot, il compose les musiques lui-même, etc. Et ça, c'est vraiment son domaine d'expertise. Tu vois. J'ai entendu un truc, et tu me diras, excuse-moi, je te coupe rapidement. J'ai entendu dans une interview et tout, il n'a pas son bac. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il paraît qu'il n'a pas son bac. Il a ses diplômes de musicologie, voilà. Et il est vraiment calé. Mais donc, comme quoi, je veux dire, moi, les gens, voilà, moi, pour moi, il ne faut pas avoir fait des études pour être quelqu'un d'intelligent, qu'on s'entende très bien, et que les gens qui ont fait des études ne sont pas tous de fait intelligents. Mais ici, dans ce spectacle-là, moi qui suis musicien éveillé, amateur, et aussi avec quelques années d'académie, j'étais abasourdi par la justesse de tout ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une faute dans ce qu'il dit. Donc là, il n'y a vraiment aucune erreur. Et il le dit avec une telle aisance, etc. Ouais, et il est moins, on va dire, professorant qu'il l'est peut-être récupéré dans l'exoconférence. Oui, mais c'est un rôle qu'il interprète. Donc voilà, et comme il joue Bach, alors et tout ce qu'il met en rapport avec ce que le compositeur a fait dans sa vie, etc., c'est dedans, c'est juste, et c'est ça que j'adore. En fait. Et ça, c'est un truc que moi, je trouve ce qui me plaît le plus dans l'humour. C'est vraiment mon grand kiff. C'est quand il y a un fond qui est tellement juste au niveau historique, scientifique, etc. Finalement, comme Kaamelott, il se permet quelques libertés, surtout au niveau du langage, etc. naturellement, mais il y a quelques petites anachronismes du genre, Attila, il n'était pas vraiment, à l'époque, c'était plutôt 5e et pas 6e, et donc, mais on est plus ou moins dans cette période-là. Les empereurs romains dont il fait allusion, ils ont existé, et tout ça, si tu dis... Moi, ça me rend fou. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais moi, j'aime bien aussi. Et d'ailleurs, c'est pas seulement au niveau de l'humour. Pour un peu plus loin, par exemple, un roman comme... Enfin, quand je dis un roman, c'est une saga comme Fortune de France, qui était écrit par Robert Merle. C'est 12 volumes d'une richesse incroyable. Et c'est 300 ans d'histoire véritable. Un peu moins de 300 ans, peu importe. Mais d'histoire véritable. Et qui met un personnage fictif dedans, sur un fond qui est totalement réel. Et donc, il y a une instruction historique, il y a une instruction sociologique, en plus d'une histoire qui est racontée. Tout à fait. Finalement, pour l'humour, on pourrait dire la même chose. On te fait rire, on te raconte quelque chose, mais sur quelque chose qui a du sens et qui est pas juste
moi j'ai vécu un truc d'hier au bar. Quoi, Ouais, tout à fait. Mais tu vois, donc il y a ça comme support, mais c'est là que tu vas voir, je vais élargir mon idée. C'est que moi, je veux juste que ça soit intéressant et que ça enrichisse, mais j'ai pas besoin que ça soit spécialement basé sur des choses passées ou des choses vraies. Je vais te donner un exemple pour l'illustrer parce que là ça peut être un petit peu compliqué à visualiser. C'est pas de l'humour mais c'est une série. Je sais pas si tu as regardé la série Once Upon a Time. Non. Pas. En fait, la série Once Upon a Time, la mission que cette série s'est donnée, c'est de réinterpréter tous les personnages qui viennent des contes d'enfants. Et donc ça veut dire que tous ces gens-là, tu les as. L'histoire de Peter Pan, tu l'as vu, Peter Pan et le Capitaine Crochet et compagnie. L'histoire d'Hansel et Gretel, tu les as vus comme ça. Pinocchio, tu les as vus de façon totalement séparée. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est dans une série, ils les ont tous mis ensemble. Et ils ont chacun la personnalité qu'ils ont normalement dans le conte tout seul, qui est associée. Et donc, ils ont dû faire spéculer des interactions avec des êtres qui n'existaient pas. Et ils ont réussi à. Et tu vois, donc c'est pas de l'histoire, c'est juste c'est basé sur des autres choses. Et ils ont réussi un truc super malin, c'est que de temps en temps, il y a un moment, ils te disent, ils parlent toujours d'un grand méchant, et alors toi tu te dis, mais ça peut être qui? Parce qu'ils vont partout, hein. Il y a tous les contes au monde, donc je crois qu'il y a plus d'une 50aine de personnages. Et à un moment, quand ils te le disent, lequel c'est, et tu te dis, putain, mais c'est évident que c'était lui. Et en fait, ils disent, mais oui, et lui, c'est le père de l'autre. Alors, ce qui n'est pas. Enfin, ce qu'eux, ils ont inventé dans l'histoire, et toi, t'es là en mode. Putain, mais ça, c'est malin. Tu vois, c'est ces trucs-là que moi j'aime bien aussi. Donc, toi, ça doit pas être spécialement. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand je disais que je te donnais les exemples que j'ai donnés, c'était par rapport à un fait donné. Mais c'est-à-dire qu'il y a une consistance, je crois que c'est un anglicisme, ça. Une cohérence. Enfin, il y a vraiment une solidité en termes de contexte, que celui-ci soit scientifique, réel, historique ou justement fictionnel, mais il est dans le cadre. C'est ça. C'est-à-dire, ils ont pris tous les éléments de ce que tu racontes qui existent dans les histoires, voilà. Ils ont extrapolé sur d'autres trucs, mais les éléments sont là. Voilà. Mais il n'y a pas d'erreur. Non, mais voilà. Moi, c'est ça que j'adore. C'est un film de zombies dans lequel on dit on prend le postulat que les zombies existent. Ouais. Puis on prend le postulat si ce sont des enragés ou des lents. Tout à fait. Mais si tu prends le postulat que ce sont des lents et tout d'un coup ils courent, ça me rend dingue. Je dis, mais c'est pas réaliste. Ouais. Alors on se marre autour de moi en disant mais c'est des zombies en même temps. Oui, je dis, mais non. On te donne un cadre. Il faut une cohérence dans l'histoire. Tu respectes le bazar. C'est ça. Ok. Non, on est d'accord. On est vraiment d'accord là-dessus. Non, c'est intéressant. Il y avait un point sur lequel je crois que je voulais revenir sur deux. Il faudrait à l'avenir, d'ailleurs, note à moi-même, de prendre un bic et une feuille. En fait, tout le monde fait ça et il faut absolument le faire. Un agenda. Oui, c'est ça, un agenda. C'est que donc tu as Alexandre Astier donc, qui fait ça, mais par exemple, c'est loin d'être le premier. Il y en a qui sont totalement sous-évalués, que toi et moi nous connaissons bien évidemment. Voilà, je ne te présente pas François Rollin, que moi j'ai eu la chance de. Le professeur. Ouais, exactement. Que si je me rappelle bien, moi je pense que j'ai même eu la chance de le voir quand j'étais super jeune. Qui lui a un humour que moi j'adore, qui est absurde, mais c'est de nouveau, c'est absurde, intelligent. Tu vois? C'est un type d'humour que j'aime bien. Et d'ailleurs, petite parenthèse. Vas-y, je t'en prie. Je me suis toujours demandé si ces citations en latin dans Camelot existaient vraiment ou pas. J'ai jamais fait la recherche. Alors moi j'avais regardé. Alors je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont vraies et après il y en a d'autres qui veulent vraiment rien dire. Je pense que. Mais en fait le pire c'est que comme il les répète, tu te dis peut-être si ça se trouve il y a peut-être une anguille sous roche. Mais tu vois par exemple moi le type d'humour, en fait j'ai toujours considéré François Rollin comme il était en avance. En fait, ce mec était en avance parce que si maintenant, et d'ailleurs je pense qu'il y a un moment je vais faire une chronique sur lui sur un de ses anciens spectacles, je pense qu'il y a des gens qui prenaient la peine de regarder son spectacle maintenant, ils pèteraient de rire. Il pétait de rire parce que je sais pas si tu vois le sketch où tu dois choisir ton code pour ta carte bancaire. Je me souviens. Ah ben voilà, écoute, ça sera l'occasion. Je remettrai un extrait. Tu vois, je trouve qu'il est exceptionnel où il t'explique les différentes suites qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. C'est quand même hallucinant et tu vois cette méconnaissance de cet humour a fait que par exemple, je vais te donner. Toi, si je te dis François Rollin, quel jeune, on s'entend, mais je veux dire récent, quel humoriste français lui ressemble fort? T'en as pas un qui te saute comme ça? Je vois pas comme ça, non. Tu vois Arnaud de Samer? Ah oui, je vois ta mère, tout à fait.
Ah oui, c'est une intéressante cohésion que tu fais entre les deux. On pourrait en parler parce que... Avec son truc sur l'art, c'est ça? Mais, c'est lui qui avait fait mais surtout sur le fait de vouloir parler d'une histoire. Parce qu'en fait, la signature d'Arnaud de Samer, en tout cas dans les émissions dans lesquelles il a participé, parce qu'ils avaient tous un peu une signature. Hein. Olivier de Benoît, il avait sa signature de bonsoir, bonsoir. Lui, il avait sa signature de je veux te raconter une histoire et je galère tellement à la raconter parce que je m'arrête sur chaque fois. Donc ce soir, je vais raconter. En fait, non, c'était pas ce soir, c'était hier. Et donc, tu vois, il te fait. Et au fait, au final, il te raconte rien. C'était dans cette émission qui passait le soir sur France 3. Oui, tu sais, on ne demande qu'à en rire. Voilà, on ne demande qu'à en rire. Ils étaient cotés là. Oui, c'est ça, ils étaient cotés. Parce que je trouve qu'on côté l'humour, ça c'est vraiment une connerie. Enfin, soit peu importe. Voilà, ça a permis de les faire connaître. Donc, tout à fait. Non, mais tout à fait, ça reste positif. Il y a eu Kev Adams aussi, donc je sais pas. Enfin, faut équilibrer. Les gens disent que c'est pas mal. Non, mais c'est bien. Je connais pas, donc je taquine. Je taquine complètement. C'est très bien. Et donc, en fait, ça a été sa signature à lui, à Arnaud de Samer. Si tu te rappelles un petit peu de ce sketch-là, c'était souvent ça. C'était de partir d'un personnage et puis de vouloir raconter une histoire et de quelque part se perdre en chemin. Et au fait, c'est quelque chose que, quand je lisais les commentaires des gens, ils disaient, ah, c'est rafraîchissant, il n'y a personne qui fait ça, c'est vraiment un type d'humour vraiment gay, ça sort un petit peu des sentiers battus. Et c'est vrai que ça sortait des sentiers battus, mais je veux dire... Surtout de l'émission. De l'émission, des sentiers battus de cette émission-là, où les gens étaient assez lisses, enfin, t'avais certains, ils avaient beaucoup de personnages, et en fait, tu voyais qu'ils revenaient dans leur personnage qu'ils maîtrisaient, et qu'ils utilisaient ça comme tremplin, et ils ont eu totalement raison de le faire, hein, ils ont eu totalement raison de le faire. Mais tu vois, je me dis, mais en fait, c'est que les gens ne connaissent pas bien François Rollin. Parce que François Rollin, c'était un des spécialistes de ce truc-là. Et d'ailleurs, on le retrouve dans son personnage de Kaamelott, hein, qui part aussi dans des absurdités. Tu n'aimes pas la relation, le rapport que j'ai fait entre... Ah non, j'ai pas dit que je n'aimais pas, j'ai dit que je m'y attendais pas du tout. Et j'ai du mal encore à le figurer. Je connais pas super bien sa mère, donc c'est lui qui a fait ce sketch avec où il décrit de l'art, et tous des tableaux, il passe en revue toute la peinture, c'est lui. Je sais pas. J'espère que je confonds pas avec un autre. Parce que un gars qui a fait ça, c'est Vizorek. Ah, je confonds avec Vizorek. Mes excuses. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors du coup, je vois plus. Je vois plus trop. J'ai vu quelques-uns de ces passages quand il est passé, donc on ne demande qu'à en rire, parce que c'est une émission que je regardais beaucoup aussi. Et donc je vois pas trop l'allusion avec Rollin. Mais pourquoi pas? Voilà. Mais bon, voilà, c'était quelque chose. En fait, c'était juste pour dire qu'il existait déjà des humoristes français qui pratiquaient ce type d'humour et que les gens ne les connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas. Enfin, François Rollin. Moi, je pense, en avis dans mes potes, je dois être le seul qui le connaissait avant Kaamelott. Je dois être honnête, je connaissais son nom, voilà. Mais j'avais jamais vu un sketch. Tu vois. Donc voilà. Et donc ces gens-là n'ont pas beaucoup de visibilité et voilà, c'est pour ça que je trouve intéressant et je vais fait d'office lui faire une petite chronique parce que il en mérite une. C'est bien que tu me parles d'Alex Vizorek parce que ça me permet de revenir sur un point que j'avais noté dans ma tête. Il faudrait que tu te trompes sur Alex Vizorek, donc c'est très bien. J'adore. Trompe-toi un peu plus. Voilà, tu vas allumer le lapin. Donc j'ai été voir son spectacle il y a 3 semaines, je pense. J'étais un peu sur le cul parce qu'en fait c'est le même qu'il a fait il y a 10 ans. Allez. Mais oui, au Cirque Royal. Mais en fait il l'enregistrait, je pense, pour être diffusé sur France 3 ou quoi. Et donc déjà j'étais un peu surpris parce que je me suis dit putain, le gars il s'est pas foulé. Le même d'il y a 10 ans. Mais bon voilà, après il a peut-être plus spécialement le temps. Et puis à mon avis, tu vois, c'est bien, je reconnecte mes idées. C'est bien. Parce qu'en fait, tu as des gens... Excuse-moi, je vais être un petit peu flou, je vais un peu balader de gauche à droite. C'est que il y a des gens qui rêvent d'être humoristes. Donc il y a des gens qui, eux, ils veulent être des artistes successful dans le stand-up et dans l'humour, dans le fait de la réalisation de sketch. J'aime pas le mot stand-up, mais bon, soit. Des artistes accomplis, seuls en scène, qui délivrent leur matériel, tu vois. Mais ça, c'est un rêve récent. La plupart des autres personnes faisaient ça pour accéder à autre chose. Il y a beaucoup d'artistes américains qui, eux, allaient dans les cabarets, faire rire les gens pour être remarqués, pour passer à la télé et ensuite se faire remarquer en télé pour pouvoir faire des films, et où ils ont complètement abandonné le stand-up. Il y en a plein qui ont fait ça, que ça soit Eddie Murphy, j'ai un peu de mal, Kevin Hart, je pense qu'il fait... Ah non, faux. Kevin Hart, il continue. En fait, voilà, il y en a qui abandonnent et qui font leur rêve, qui est de faire des films, et donc qui ont utilisé, si tu veux, le stand-up
Tremplin. tremplin. Il y en a qui font le stand-up et qui font des films parce qu'ils aiment bien faire les deux, et aussi qui veulent créer un empire financier. Ça, c'est le cas de Kevin Hart. Tu dois regarder cette série. Je sais pas si tu connais cet humoriste. Je ferai une vidéo dessus. Il est vraiment très bon. Enfin, il a une très chouette histoire. C'est un gars qui a galéré quand il était plus jeune. Il a gardé ses potes avec lui autour de lui. Il est monté, et lui, il a eu la fibre business directement. Donc, il a développé son brand. Il a créé beaucoup de choses. Il a mis en avant des artistes black, machin. Enfin, vraiment, le gars, il est parce qu'il est un peu dans la tourmente là, parce qu'il a eu il s'est fait jeter des Oscars à cause d'un vieux tweet, pas homophobe, mais un autre truc un peu space limit. Et en fait, il t'explique, et franchement, c'est bien. Ça vaut la peine d'être vu. En France, par exemple, Dupontel, qui lui aussi avait fait du stand. Il a des sketchs. Enfin, il faudrait que je les re-regarde parce qu'on m'a redit, écoute, il faut que tu remates ça parce que le gars est exceptionnel. Mais c'était un tremplin pour pouvoir jouer dans des films. Et que maintenant, en fait, si tu veux, le souhait de devenir humoriste reconnu et de gagner sa vie uniquement en jouant sur scène, c'est un nouveau rêve. C'est un nouveau rêve. Et tu mets dans le même panier États-Unis et France, ou bien tu penses qu'il y a encore une différence entre les deux? Alors, est-ce que je mettrais ça dans le même panier? En fait, le truc, c'est qu'en France, c'est très récent. C'est très récent. Donc maintenant, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui font de l'humour, oui, à mon avis, qui ont un autre dessin derrière. Et c'est pour ça qu'il est très redondant. Que tu vois, c'est ce style d'humour lisse dont je te parlais. Et quand je dis lisse, c'est pas le bon mot, mais qui se ressemblent. Où ils parlent d'eux-mêmes, où ils parlent de trucs. Je pense qu'il y en a certains. Et puis, c'est très bien. Enfin, peu importe. Hein, tu sais, voilà, peu importe, les gens font ce qu'ils veulent, mais je pense sincèrement que oui, il y a des gens qui étudient ce truc-là. Et j'arrive à connecter mes idées. En fait, tu vois, on est beaucoup mieux quand on fume pas et quand on boit pas. Hein. Croire qu'on est plus efficace quand on a vu ou quoi qu'est-ce. Et donc, et je pense qu'Alexandre Vizorek en fait partie. Donc c'est un Belge, et je pense qu'il en fait partie. C'est que lui, il a fait un spectacle et il a chopé une position de chroniqueur chez France Inter et sûrement beaucoup d'autres trucs. Hein, donc je m'excuse. C'est un comparse solvézien. Donc je m'excuse si j'oublie tout ce qu'il fait sur le côté, mais il a pas écrit d'autres spectacles. Tu vois, il s'est vraiment concentré là-dessus. Et donc, quand j'ai été le voir, il a ressorti la même sauce qu'il a faite il y a 10 ans. Alors évidemment, il l'a un petit peu modernisé. Hein, il a pris 2-3 articles un peu plus récents. Mais je veux dire, l'histoire est un peu la même. Et je voulais parler de lui justement pour tout ce concept de appropriation culturelle et d'humour communautaire. Et pourquoi je trouve qu'il y a une hypocrisie. Donc, on va laisser on va dire que, par exemple, les gens d'origine africaine peuvent parler. Donc on revient à notre sujet de départ, peuvent parler d'Afrique parce qu'ils ont des origines et ainsi de suite, que tu ne peux plus imiter le chinois parce que c'est moqueur, c'est discriminant, c'est machin. Mais par contre, tu peux te foutre de la gueule du liégeois quand tu fais ton show à Bruxelles. Tu peux, quand tu es à Liège, te foutre de la gueule du bruxellois. Tu peux, quand tu es sur Bruxelles même, dire que les Huclois ils parlent comme ça, machin, dire qu'à Molenbeek, après 22 heures... faut que tu cours, faut que tu adaptes une vitesse moyenne de déplacement de 10 km/h si tu veux qu'il se passe rien. Oui, mais tu peux pas dire pourquoi. Ok. Tu vois, donc il y a des choses que tu peux toucher, dont tu peux pas toucher. Tu vois. Ouais, mais par exemple, tu vois, genre Charleroi, ils en prennent plein la gueule de façon systématique. Si t'es un humoriste belge, parce qu'il faut être belge hein, généralement, ou alors un Français et un Canadien qui s'est renseigné avant sur le net, parce que la plupart des gens font ça. Quand Sugar Sammy il est venu, j'ai été le voir à Outer Game, donc c'était parfait, et plus pas connu, donc les places 15 balles ou 20 balles. J'ai été le voir, le gars, pas une seconde, hein, Uclois, Schaerbeek, Molenbeek, Liège, Charleroi, enfin tu vois, le gars, il avait potassé, et je pense que ça plaît au public quand t'es un humoriste qui fait au moins, tu vois, c'est clair. Mais le pire, c'est que c'est con parce qu'en fait, c'est pas du tout original. Parce que le gars, il peut pas trouver des trucs, tu vois, des trucs qui sont originaux parce qu'il va taper dans les stéréotypes. Ouais, mais t'es flatté. Ouais, t'es flatté. Hein. C'est ça. Il y a des années, il y a bien pas 15 ou 20 ans, j'avais été voir un spectacle de Boujna aussi, au Centre culturel de l'Oriem, et il avait toute une partie sur la politique française. Et il a vraiment dit, ouais, mais en fait, ça, je sais pas vous la faire parce que ça va vous gaver déjà. Et puis, il a soi-disant improvisé, mais il a bien écrit à l'avance. Donc, il avait vraiment fait une partie spéciale pour Bruxelles. Et c'était vraiment pas mal. C'était renseigné, c'était sympa. Il s'est moqué sur les différences des noms en français et en flamand, etc. C'était vraiment riche, tu vois.
Mais en fait, c'était sur Couteau de Riche parce que c'était Michel Bougenat qui a fait pour son spectacle un truc spécial. C'est ça. Mais si tu prends exactement ce qu'il a fait Mhm. et tu fais ça à un humoriste belge, tu vas faire, mec, C'est ça, t'es pas exactement. foulé, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, mais c'est aussi de tout ce concept de développement du capital sympathie de l'humoriste qui est hyper important. Ou par exemple, tu as un Gad Elmaleh aujourd'hui qui arrive sur scène, il fait une blague pas terrible, bah, tu vas vouloir rire avec lui, quoi, parce que tu vois, t'as tous. Il te rappelle, moi, malgré les derniers trucs qu'on a pu dire sur lui, voilà, enfin, moi je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait partie des gens qui m'ont fait découvrir l'humour quand j'étais plus jeune, où j'ai vraiment rigolé, tu vois, où c'était quelqu'un qui utilisait ses origines et son expérience pour faire rire avec, que je trouvais intéressant. De nouveau, c'est pas de l'humour très. Je pense pas que quand tu vas voir un spectacle de Gad Elmaleh, surtout les derniers, tu ne ressors pas de là, je pense, plus malin que quand tu es rentré. Mais son interprétation, tout le jeu d'acteur qu'il met, c'est une vraie représentation artistique. Donc je trouve que c'est vraiment aussi un plus de pouvoir voir ces trucs-là. Là, il fallait bien que je me perde dans mon fil d'idées. Donc je voulais revenir sur sur Vizorek, appropriation culturelle. Mais oui, voilà, sur ce concept d'appropriation culturelle qui fait que, ok, bah, tu peux plus imiter. Imaginons un noir d'Afrique centrale, mais par contre, tu peux imiter un Charleroi sans dents. Tu vois, je veux dire, et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie par rapport à ce truc-là, parce que pourquoi est-ce que tu pourrais le faire? Et la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est typique de la Belgique, dans le sens, est-ce que nous on a soi-disant prétendument encore l'autodérision et le sens nécessaire pour pouvoir le faire. C'est ce que les Français disent. Hein. Est-ce qu'un Breton peut se moquer de la gueule d'un Marseillais ou d'un Bordelais? Est-ce qu'en Espagne, est-ce qu'un Madrilène peut se moquer d'un Galicien ou quoi? Oui ou non, je sais pas. Alors moi, je suis ni breton ni du sud, mais je pense que je peux émettre une idée. Je pense que oui. Je pense qu'ils se vannent. Après ils se vannent avec des blagues pas top, tu peux le regarder dans les stades de foot, hein, machin, consanguin et compagnie, quand le sud parle du nord, quand le nord parle du sud, c'est que des blédards. Finalement les ch'tis mais oui, c'est ça, c'était ça. Quelque part c'est une grosse très bien stéréotypé, voilà, bien stéréotypé. tout le monde adore, hein, donc en France ouais, je trouve ça dingue d'ailleurs. Ouais. Je trouvais ça dingue. C'est comme c'est quoi le truc de Mon Bon Dieu là, avec Christian Clavier, les deux films. Ouais, je sais plus, mais faut pas une famille. Je sais plus. Tu vois de quoi je parle. J'avais vu une critique sur un channel YouTube d'un gars qui fait des, je crois que c'est Clapman ou quoi, je sais plus, qui fait des critiques de films et qui disait non mais il faut arrêter ces trucs là. Quoi. Non mais complètement. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? En fait, j'ai maté ce truc là. Oui, en fait, c'est. J'ai pas vu moi. C'est une famille où c'est vraiment l'archétype assez basique. Le père, il a 4 filles ou 5 filles, je pense, et il est un bon français de souche, bien stéréotype du français rascar, machin, et chacune de ses filles, il y en a une avec un black, une avec un marocain, une avec un chinois, une avec machin, et c'est le festival des stéréotypes. C'est le festival des stéréotypes. Donc que des blagues où mais ça passe. Il est pas encore là le Renoir, tu vois, parce qu'il a une heure de retard. Oui, mais comme le gars qui fait le commentaire est raciste. Non, mais bien sûr. Donc on sait que c'est une blague qui est faite par un raciste. Ah donc oui, ça passe, ça. Non mais oui, complètement. Voilà. C'est hypocrite. Mais complètement. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est même pas ça. C'est que je trouve, et de nouveau, le film devrait pas être interdit, pas du tout. Je trouve juste que c'est nul parce que c'est facile à mort. C'est des stéréotypes et je comprends pas les gens qui se marrent dans le public. Enfin, tu vois. Parce que c'est pas suffisamment recherché pour que. On est vraiment dans du stéréotype bien basique, quoi. Hein. Et je pense que stéréotype bien basique, ça doit être un pléonasme, à mon avis, parce qu'un stéréotype de base, c'est une simplification tout à fait. à l'outrance c'est pas grave. de certaines choses. Mais c'est. Voilà, c'est. Alors il y en a peut-être, je me rappelle pas du film en entier, parce que voilà, je l'ai regardé d'un coin de l'œil. Mais. T'étais vraiment sur des blagues un peu t'avais alors pas misogynes, mais t'avais des blagues un peu rascar, quoi, petits trucs comme ça, et ça là-dedans ça passe parce que le personnage qui est interprété par Christian Clavier est un raciste. Vous comprenez, il est raciste, donc oui, vous comprenez. Mais donc, c'est pas moi le réalisateur qui fait la blague, c'est mon personnage raciste. Ouais, tout à fait. Quelle hypocrisie. Et donc pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure avec donc les différentes communautés et villes de Belgique, pour donner cet exemple-là, ou de francophonie en tout cas.
dans le sens, ils vont faire imiter l'accent de, tu vois, etc., qui font pas très bien, d'ailleurs, il faut dire ce qui est. Parce que malgré notre tout petit pays, c'est assez complexe, mine de rien. Ouais, tout à fait. Il était une fois, il l'avait bien, les différents accents. Charlie Dupont, c'est ça. Exactement, il est pas mal. Il l'avait bien. Il est pas mal. Le film est débile, mais ce passage-là, c'est le seul passage du film qu'on voit sur YouTube qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Et il est pas mal. Et il fait bien son truc. Et là, clairement, tu vois. Non, et puis tu vois des humoristes. Tu prends, je sais pas, par exemple, typiquement un Couchard, par exemple, qui est liégeois, si je me trompe pas, et qui dans Dickeneck, il fait le bruxellaire. Il le fait super bien, tu vois. Et tu sens. Et là, tu dis, ok, validé, mais pas validé parce qu'il a vécu à Bruxelles ou n'importe quoi, juste parce qu'il le fait bien. Qu'il le fait bien et que on est d'accord. On sait qu'il le fait bien, voilà. tu vois. Mais quand t'as, mais donc c'est validé par la peuplade bruxelloise. Quand t'as un en fait, c'est validé par les victimes. Peut-être. Tu vois. Ce serait un truc comme ça alors. Donc ça veut dire que le gars n'est peut-être pas membre du club des victimes, mais c'est validé par les victimes. Alors c'est ce qu'il faut demander. Alors c'est-à-dire que quand il faut demander à tous les Égyptiens de Bruxelles si ta copine a le droit de faire. Voilà. Non mais c'est ça. Donc ce serait. Et si elle dit à ses copines, attendez, moi j'ai 12 Égyptiennes qui ont dit que c'était bon que je pouvais le faire. Tout à fait. Voir la tronche qu'elle ferait. Exactement. Non, mais ce serait vraiment pas mal parce qu'en plus tu retombes sur des. C'est vraiment intéressant ce truc-là, c'est cool, c'est une belle boucle. Parce qu'en fait, tu retombes sur le concept de. Tu vois ce que c'est la catharsis ? Donc, oui. Ouais, voilà, le truc freudien où tu rigoles parce que ton corps, quelque part, veut témoigner que malgré que ce soit une situation qui puisse paraître offensante et dangereuse pour toi, et ben, que ton corps réagisse en se marrant pour dire que ça ne te touche pas, tu vois. C'est un peu le côté de la dimension cathartique. Et que donc, c'était les premiers types d'humour qui étaient sarcastiques. Il semblerait, quand tu regardes un petit peu l'histoire, c'est que c'était des gens qui étaient condamnés à mort, qui faisaient preuve de cet humour-là. Et qui disait, je crois que j'en avais lu un, je crois que c'était un des premiers trucs répertoriés en français, je pense, où il dit au gars, donne-moi des pierres à manger, comme ça tu n'arriveras pas à rentrer ton épée dans mon ventre. Enfin, tu vois, un petit truc comme ça. Ou dans les dernières phrases, avant de mourir, il faisait preuve de sarcasme. Et que c'était un petit peu l'arme du condamné. Pas mal. Que ça donnait un petit peu de ça, que c'était l'arme du condamné. Le cynisme, tout ça, toutes ces choses-là... que c'était l'arme du condamné et que donc si tu extrapoles à partir de là, c'est que généralement c'est le peuple victime qui pour manifester leur mécontentement se permettait de se foutre de leur propre gueule pour pouvoir défier si tu veux le groupe qui les accablait. Donc c'est un petit peu ça l'histoire. Et donc du fait que si on repart de cette définition-là, enfin de cette ressource historique par rapport à ce sarcasme-là, eh ben, ça conforte un peu dans notre réflexion en se disant que ce sont les victimes qui doivent valider parce que ce genre d'humour était autorisé si tu allais être pendu. Tu vois, je veux dire, les autres pendus qui allaient être pendus dans la file avec toi autorisaient parce que tu étais dans le même sac qu'eux. Tout à fait. Et que donc tu pouvais te permettre de faire ce truc-là. Et que donc, quelque part... une validation d'une blague, ce serait le sujet qui est accablé dans ta blague, s'il y avait des représentants de ce sujet-là, qui la valident ou pas. Et que, je vais te donner un exemple, et c'est pour ça que c'est la validation du public. Jim Jeffries, je dis ça parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il arrive, et évidemment, à ton avis, de quoi il parle sur la Belgique ? Ah, en Belgique, tu veux dire ? Ouais, il est venu en Belgique et en Il a parlé des pédophiles à tous Voilà, les bim, exactement, 5 secondes. 5 secondes. Et il dit je vois pas de jeunes filles au premier rang, pourtant d'habitude. Ah oui, non, vous les avez tous mis dans vos caves, hein, tu vois. Des trucs un peu classiques. Et gars, et là, tout le monde pète de rire. Le belge, hein. Donc le bon belge. Et là, je pense que flamand, bruxellois, wallon, il n'y a pas que sur le sport qu'on se rejoint. On se rejoint sur l'humour. Ça, il faudra un peu plus en parler aux politiques et aux gens. Les gens s'en rendent pas compte. Il y a quand même une dimension différente des deux côtés. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de richesse à apprendre. Tout à fait, parce que sur l'autodérision et sur le fait de se foutre de notre propre gueule, je pense qu'on est aussi bon l'un que l'autre. Oui, parce que de toute façon, ce pays est surréaliste, donc on a que ça pour s'en sortir. Complètement, tout va bien. Complètement surréaliste. Et donc il dit ça. Et là, le public pète de rire. Et là... Et c'est pour ça que tu vois le truc du peuple oppressé pour attaquer l'oppresseur. Jim Jeffries, il a été choqué. Ah, il s'attendait pas ? Ouais. Génial. Et ouais, non, c'était génial. Il a été choqué, il a fait.
Fuck Belgian guys, you're so crazy, you're laughing. Et il continue, et les gens rigolent de plus en plus, et il fait, you fucking love this. Et après, il était là, bah, je vous adore, quoi. Parce qu'en fait, vous êtes accaparé ma vanne en rigolant tous de tellement bon cœur là-dessus. Et ben, t'as vraiment de nouveau, toi, ce sentiment qu'en fait, il n'est pas victime, il n'est plus la cible, parce qu'il se marre de ce que tu lui reproches. Et il prend tellement de plaisir à ça qu'il n'est plus du tout victime. Il y a un truc intéressant. D'un autre côté, c'est vrai que lui, il est sur un public acquis, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur un réseau social à la merci de la critique de tout le monde. Non, ce sont des gens qui ont payé, qui se sont déplacés et qui savent pour aller le voir. Et qui le connaissent. En plus, c'est en anglais, donc ça veut dire déjà que c'est des gens qui forcément déjà au moins une deuxième langue. Donc ça dénote déjà un certain intérêt pour l'ouverture du monde. Tout à fait. Donc il y a une chance que néanmoins, voilà, c'était pas garanti que toute la salerie. Non. Donc c'est bien joué de sa part, clairement. Pas mal, franchement, sur ce coup-là. Donc peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ce côté, tu as le droit soit si tu en fais partie toi-même, parce que là de facto on estime que tu fais partie du groupe, ou que tu as la validation, quoi. Voilà. On voit ça maintenant, voilà, il y a le fameux noir de service ou chinois de service, quoi. Tu vois, c'est tiens, on a une troupe de théâtre, on a un groupe d'humoristes ou peu importe, et il y a un spectacle, il y a un sketch à faire avec un black, forcément on doit lui demander à lui, tu vois, sinon ça n'a aucun sens, tu vois. Et bien sûr c'est lui qui se tape tous les trucs de black, et parfois borderline comme toujours. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux inconnus, justement eux pas nécessairement. Ils changeaient parfois mais aussi. Oui. C'est ça cette richesse là. Mais comme ils étaient tellement serrés, tellement groupés, machin, on s'est dit ok, ils sont validés, on va dire de facto. Oui, tu les valides à 3. Parce qu'ils savent, hein. Ouais, tout à fait. Et donc, ils sachent très bien. Et donc peut-être que c'est ça. Mais si, je suis pas sûr que ça aurait la même légitimité, en tout cas, si il n'y avait pas eu de blague dans la troupe, quoi, tu vois. Non. Et donc ça c'est. Mais moi c'est ça que je trouve riche. Enfin, à partir du moment où tu sais, quand tu vois, mais je crois que c'est un gars qui me dit oui, c'était Pascal Légitimus qui interprétait tous les rôles d'arabe, de rebeu, de noir. Et je fais non. Non. D'ailleurs, Bijour, monsieur Vincent. Oui, qui le dit, le premier qui le dit. Exactement. mais par contre, dès qu'il savait un rebeu, il le donnait à Bernard Campan parce qu'il le tenait trop bien. Mais là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, dans cette scène-là, précisément cette scène-là, je pense que c'est justement Bourdon. C'est Bourdon et Légitimus. Ah oui, non, mais c'est Bourdon. J'ai dit Campan. Oui, non, excuse-moi, non, pardon, non, c'est Bourdon. Tout à fait, ça. Non, pardon, okay. Non, c'est Bourdon, mais c'est Bourdon. Dès qu'il y avait un rebeu, c'est Bourdon. De toute façon, non, mais il l'a trop bien. Même dans Les Trois Frères, quand ils vont jouer au Million. Tout à fait. Mais oui. Alors, Mehdi Boukhara, je souhaite t'aimer. Non, je trouve qu'il l'a. Non, je trouvais qu'il l'a trop bien, quoi. Donc voilà, donc c'est clairement disons un phénomène assez compliqué et je pense que de nouveau il faut, enfin je vais pas retomber sur cette phrase qu'on a dit 1000 fois, mais je vais quand même la sortir, le fameux un peu mais pas que n'importe qui. On connaît ça, mais je pense que c'est ça. Et aujourd'hui le problème c'est que le public c'est n'importe qui, c'est-à-dire que tu fais un truc sur Facebook, bam, c'est n'importe qui. C'est pour tout le monde. Tu vois, je veux dire, je retombe encore sur le côté des caricatures, plutôt ce côté Charlie Hebdo, etc. Les gars faisaient une couverture, c'était dans des kiosques à journaux. C'était pas généralement à l'aventure des kiosques, c'était des gens qui l'achetaient, savaient ce qu'ils achetaient, etc. Donc le public était déjà averti et au courant. Mais tu publies le gif de la... il faut dire gif. L'image de la couverture sur Internet, et bam, directement, jugement, machin, sans personne, 95% des gens qui n'ont pas lu un seul article à l'intérieur, qui ne comprennent pas, etc. De la même façon pour les humoristes aussi. Et voilà, on va prendre le truc en dehors du contexte, dire c'est un scandale. Non, mais tout à fait, mais tout le temps. Et en plus, le pire, et je vais faire une petite parabole parce que c'est un peu mon moment Guy Bedos là. On a un peu plein le cul de tout ce qui se passe. Non mais quand je regarde sur Facebook, donc techniquement moi voilà, on a fait l'UNIF. La plupart de mes amis, 95% de mes amis sur Facebook, donc les friends, c'est des gens qui ont fait l'UNIF. Ce sont des gens qui sont techniquement instruits. Putain, ils ne lisent plus les articles. Donc ils donnent un avis, un commentaire sur l'énoncé de l'article. Donc, ils ne le lisent plus. Ils n'ont plus le temps. Ils ont plus le temps et ils prennent plus le temps. Non, ils prennent plus le temps. Ouais, mais c'est ça. Ils prennent plus le temps, mais ils ont le temps. Tu t'inquiètes pas. Et non, quand il faut binge-watcher 15 heures de série, là il y a pas de problème. Là ça marche. Non, et ça me rend malade parce que en plus le problème c'est que les journalistes sont obligés de jouer selon les codes d'internet. Oh oui. Ils sont obligés, donc ils font des titres racoleurs. Enfin, je sais pas, il y a des fautes. Comme on dit. Il y a des putaclics. Qui est peut-être un terme sexy, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Mais genre par exemple, il y a des fautes d'orthographe sur lesoir.be. Ah oui, non, moi ça va pas. Ça va plus, c'est plus possible. Ils ont des titres où
le titre, tu cliques et tu lis et tu dis, au fait, il m'a fait une feinte dans le titre. Toi, genre, par exemple, ils te disent Harry s'est séparé de Meghan Markle, machin et tout, et tu cliques, et en fait, c'est parce qu'ils ont déplacé les 2 statues les 2 poupées de cire dans les trucs de Tussaud. Non, mais je veux dire, c'est plus du journalisme. Qu'est-ce que je veux dire, ils font des feintes maintenant. Et donc, t'as souvent ça, des trucs où le titre est racoleur, et au fait, genre par exemple, il y a eu un moment, un article sur le fait que la STIB allait augmenter ses tarifs. Tout le monde a tapé scandale, machin et tout. Et en fait, si tu cliques sur l'article, tu lis, en fait... Les titres, papier, voilà, dans les bus, machin. Exact. Ça veut dire que le prix n'augmente pas. C'est juste si le gars doit sortir un ticket, machin, et donc oui, c'est plus. Oui, mais comme les insurrections au Chili ont commencé avec des tickets de métro qui ont augmenté, ça va commencer comme ça. Et je veux dire, et donc des potes à moi qui ont fait des études, qui ont des boulots avec des responsabilités, où il y en a certains qui ont tellement de responsabilités qui peuvent nous impacter, nous, dans notre vie, qu'ils soient en politique, qu'ils soient dans l'immobilier, dans le truc, donc des gens qui participent activement à la vie, ne prennent pas le temps de lire et se donnent et donc comment, moi ce que je fais directement, c'est le parallèle entre comment est-ce qu'eux gèrent leur dossier. Non, mais moi, ça c'est un truc qui me rend malade. Je me dis, mais attends, c'est juste pas possible, quoi. Et ça, c'est un truc qui me rend fou, et c'est la même chose pour tout et n'importe quoi sur le net. Et à la limite, tu le lis pas, mais je veux dire, pourquoi est-ce que tu commentes alors ? Tribunal du peuple. Mais oui, mais alors si tu veux faire le tribunal du peuple, tu te renseignes, non ? Vraiment ? Tu crois vraiment que dans les gars qui ont perdu leur tête après... Mais pourquoi ils donnent leur avis comme ça ? Enfin, moi, toi, je comprends pas. C'est sentir exister ou sentir vivre, ou je sais pas, ça doit être... Eh ben, il n'y a pas que ça. Alors, en fait, je te posais la question pour voir un peu ce que tu allais me répondre, et aussi, je pense, il n'y a pas que ça, parce que j'ai expliqué ça. Je vais souvent manger avec mes parents parce que j'ai une relation très proche avec mes parents, je les vois, ils habitent à Wien, donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne bougerai jamais d'ici. Je discutais et je racontais cette histoire là, et il y a mon père qui glousse un peu et qui dit à ma mère, ils ont une relation très taquine, et il dit à ma mère, dis un peu à ton fils ce que tu m'as dit ce matin. Et ma mère, elle fait, non, j'ai rien dit. Dis à ton fils que j'ai dit que les prix des transports en commun allaient augmenter et que c'était scandaleux. Ouais, tu vois, moi, donc voilà. Et donc, tu te dis, ça concerne tout le monde. Et c'est pas juste des tribunaux du peuple et tout. Ce sont des gens qui. Parce que j'ai discuté avec ma mère là-dessus. Je lui ai dit, t'as pas lu l'article ? Elle me dit non, mais elle me dit, les informations, elles sont là pour me résumer une situation sur laquelle j'ai pas le temps. Ni l'envie spécialement de me renseigner. Et au fait, ils ont encore la perception des news d'avant, que ce qui est dans le journal est systématiquement vrai. Je veux dire, moi je travaille à RTL, je vois des journalistes, je vois plein de choses, je vois des gens de tout âge, ce ne sont pas des robots. Non, mais il y a une différence, c'est que ils sont faillibles, ces gens-là. À ce moment-là, toi tu étais abonné à ton journal ou tu achetais ton journal et tu n'avais pas besoin d'avoir un titre racoleur. Ton titre était un vrai. C'est ça. Ton titre, c'était un intertitre, voilà. ou un titre. Il disait augmentation des titres papier de la STIB. C'est ça. Maintenant, c'est augmentation des titres de la STIB. Tu ouais. vois, parce que il y a une déformation de la façon de transmettre, dans ce cas-là, l'information, mais ça peut jouer à tous les niveaux. Et que je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans la profondeur du domaine qui t'intéresse ou pas, mais avant de mettre un avis, en fait. C'est ça. Comme toujours. Mais voilà, en fait, voilà, ça c'est la chose, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que t'as pas lu l'article jusqu'au bout ? Est-ce que t'as pas été voir juste la source ? Et elle me dit, mais t'imagines, si je devais faire ça de façon systématique, ça me prend une journée pour savoir ce qui se passe sur la planète. Bah, t'es là. Comme quand tu lisais ton journal avant. Oui, mais voilà, je veux dire, c'est un peu ça, quoi. Faut juste faire la démarche. Ou alors tu dis rien, quoi. Mais oui. Je dois t'avouer que je serais totalement malhonnête si je disais que j'étais pas moi-même j'ai aussi tombé là-dedans, quoi, tu vois, mais complètement. Dans pièges. Mais moi aussi, tu sais. J'ai même probablement déjà réagi aussi, tu vois. Ouais. Mais clairement que plus le temps passe et plus moi j'essaye. Voilà, mais moi j'essaye. Mais c'est comme tout, mais c'est comme le concept que dont tu avais parlé pour l'écologie et compagnie. On peut pas être parfait. Ouais. Mais il faut juste notre démarche principale soit déjà de faire un effort. Moi, généralement, quand il y a un sujet qui m'interpelle, je vais quand même essayer de me renseigner un petit peu pour avoir un peu plus d'infos avant de parler. Mais de nouveau, ça ne sera pas parfait non plus. Je vais pas, c'est comme Asti disait, il n'est pas devenu astrophysicien en 6 mois de recherche et de discussion.
Tu vois, tu essayes de te rapprocher juste pour que ton propos ne soit pas complètement con et que tu arrives toi-même à te faire tes propres déductions logiques en se disant oui, écoutez les gars, arrêtez de gueuler, on parle du titre papier et surtout qu'en plus, ceux que j'ai vu gueuler, c'est des gens qui sont pro-écolo. Techniquement, cette décision aurait dû te ravir, tu vois, plutôt que de foutre la haine, étant donné que si tu payes avec ta carte, c'est le même tarif. Mais bon, voilà. Ouais, voilà. Et donc, ouais, mais je pense pas qu'il faut non plus nécessairement être expert du moment qu'on est renseigné. Il y a un YouTuber que j'aime beaucoup, c'est Nota Bene, qui a une chaîne d'histoire. Et j'ai appris récemment avec le gars, il n'est pas du tout historien. Donc il a un G-son, si je ne me trompe pas. Un G-son à la base. Et le gars est d'une force. Il résume bien, il est machin. À tel point que ces vidéos sont utilisées en support dans des cours d'histoire. Ah ouais, trop bien. Et ça doit être un peu gênant pour les vrais historiens, j'entends. Mais parce que lui, il a l'art de la mise en scène aussi, etc. Bah oui, voilà. Et puis surtout, il rend les trucs intéressants. Et il a le temps de préparer son émission, voilà, il fait ça bien. Et je pense que dans tout l'art télévisuel, qu'il soit un spectacle ou une émission, n'importe quoi, je pense qu'on peut, on peut clairement avoir un fond puissant qui est renseigné, travaillé, etc. Ou décider de ne pas en avoir, bien sûr. C'est typiquement, voilà, tu disais, les comédies légères, etc. On s'en fiche, on ne doit pas expliquer quelque chose et tout ça. Mais il y a quelque chose sur lequel moi je suis vraiment assez intransigeant, c'est la qualité. La qualité du service. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, reprendre le prénom. Tu manges ta maîtresse, tu manges un étoilé, il faut que ce soit bien fait, quoi. Tu vois. Tout à fait. Et à chaque mesure suffit sa peine. Alors dans les mots, c'est compliqué parce que parfois tu sais pas à quoi t'en tenir, tu vois. Et si tu as, voilà, donc tu m'as fait découvrir Jim Jeffries que je connaissais pas. Non, je connaissais pas du tout. Et j'ai écouté ça, j'ai fait ouais, c'est quand même sympa et tout. Mais t'avais prévenu. Tout à fait. Il y avait quand même tout à fait. Et surtout qu'en fait, à mon avis, ce qui t'a plu, et c'est pour ça que je l'ai utilisé comme point d'ancrage, c'est que moi j'ai mis quand même en avant toute sa déduction logique du fait basé sur le second amendement, qui quelque part était la force de son spectacle, d'expliquer aux Américains que cet amendement était complètement débile aujourd'hui et qu'il n'y avait pas d'autre raison de garder les armes que le fait que vous aimiez les armes et que vous étiez des gros bourrins. Il n'y a plus d'autres. Et en fait, c'est une suite de déductions logiques qui fait rire. Et ça tient la route, et c'est ça qui est fort et qui renforce son propos. Je pense, et si je me trompe pas, il a eu dans une interview, c'est une partie, il était déjà connu avant, mais c'est cette partie-là de ce sketch-là, c'est ça qui lui a boosté sa reconnaissance internationale, c'est juste cet élément-là, quoi. Et donc tu vois, de nouveau, c'est pour ça que moi je trouve que c'est quand même important, et ça me rassure du fait qu'il n'y a pas que moi qui trouve ça important, mais c'est que je me dis qu'un bon humoriste, des bonnes blagues, si elles savent être embriquées dans des choses qui sont logiques, cohérentes et qui tiennent la route, c'est ça, je pense, le nectar, en tout cas la pierre angulaire du truc. Pas raconter sa vie à longueur de journée. Ou alors tu le racontes bien, quoi. Mais comme ça a déjà malheureusement été fait, il faut mettre la barre beaucoup plus haut. Oui, tout à fait. Parce que voilà, les premiers stand-uppers, je sais pas trop quand ça a commencé, mais j'imagine que les tout premiers, c'est génial, le mec, c'est super cool, il raconte un truc de quotidien et on arrive à rigoler de ça, alors qu'avant il fallait toute une mise en scène, un sketch, un personnage, alors que là finalement c'est lui-même, tu vois. Et puis voilà, et puis il y en a certains qui poussent un peu le bazar, qui essayent de mettre leur petite touche personnelle. Tout à fait. Et ça se passe bien. Mais c'est clair qu'on commence un peu à tourner autour du pot. Oui, je pense. Et surtout que George Carlin, il a tout fait il y a 50 ans, quoi. Oui, en plus. Voilà, donc je veux dire, il faudrait qu'ils aillent regarder. Mais c'est long, parce que je crois qu'il a fait 15 ou 16 spectacles. Parce que le gars, il a été prolifique très jeune jusque très vieux, quoi. Il a vraiment balayé toutes les années, avec son style qui restait un peu le même, mais qui évoluait avec le temps. Enfin, c'est vraiment intéressant. Je dois absolument lui faire une chronique parce que je crois que c'est le numéro 1. Si tu discutes avec des vrais fans de stand-up américain, ils vont te dire que c'est lui qui l'a inventé, même si tu cherches un peu. J'étais tombé sur un truc de franc-maçon, figure-toi, hein. Ouais. Comme quoi c'était les premières représentations qui pouvaient être associées à quelque chose comme du stand-up, c'était des devoirs de personnes qui faisaient une présentation sur quelque chose et qui jouaient semblerait machin. Enfin bon, écoute, peu importe. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Surtout qu'aux États-Unis, il y a une histoire maçonnique qui est assez forte. Et c'est en Angleterre aussi. En fait, c'est concomitant. Donc Angleterre. Comme ils ont pas ou peu été persécutés aux États-Unis, il y a un côté beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, il y a beaucoup moins discret, etc. Donc ça ne serait pas étonnant qu'ils aient pu éventuellement mélanger les deux. Mais qu'ils faisaient ça vraiment, et que c'était né dans des clubs un petit peu privés. C'est ça. Donc voilà. Mais bon, ça c'était pour l'histoire du stand-up.
On a abordé quand même pas mal de trucs. Ouais, Hein. pas mal, ouais, On a effectivement. abordé pas mal de... On est sur combien de temps là? J'ai aucune notion. Pas non plus. C'est toi quel chrono. Le soleil n'est pas encore couché, donc ça va. Ouais. À mon avis, on a adressé pas mal de trucs. Je réfléchis pour voir si j'avais encore un autre sujet assez spécifique à ça, mais je pense qu'on a vraiment parcouru ce que je voulais faire, en tout cas au niveau de tout ce qui était... Ah, mais on a... Est-ce qu'on a clôturé ce concept de communauté et donc d'appropriation culturelle? On l'a dit, oui, sur le côté... Oui, voilà, il y a une validation donc, de la victime, de l'humour, mais ou alors de, on va dire, comment ça, pas des victimes, mais des co-victimes. Parce que typiquement, l'exemple que tu disais avec les blagues sur les pédophiles, nous, on n'a pas d'enfants morts de ça, heureusement. Oui, tout à fait. Mais on est compatissant. Oui, mais surtout dans ce cadre-là, la victime, la cible, c'est pas les pédophiles, ce sont les Belges. C'est ça. Parce qu'en fait, associé au fait de. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est et Ricky Gervais en parle très bien, c'est que dans une blague, il faut d'abord bien repérer la cible. Je veux dire, de qui est-ce qu'on se fout de la gueule? C'est quand on traite les Belges de pédophiles, on ne se fout pas de la cible, le sujet n'est pas les pédophiles. Bien sûr. On parle des Belges qu'on associe aux pédophiles. Le gars ne va jamais aller chez un pédophile en disant tiens, regarde une petite gamine de 14 ans. C'est pas du tout ça. Donc c'est ça qu'il faut aussi bien identifier. Donc dans ce cas-là, je pense que c'était les Belges. Et oui, après nous, on connaît notre réputation internationale liée à ça. Il y a le chocolat, la bière et le reste. Ouais. Et ce petit cadeau. Et donc il y a clairement, disons là, donc une association qui est faite, et donc on n'est pas victime directe, mais indirecte, on va dire. Néanmoins, c'est ce qui donne on va dire la légitimité de dire on accepte ou pas, quoi, tu vois. Ah ouais. Et si il fait exactement la même blague, qui va en France, qui dit tiens, hier j'étais en Belgique, pas étonnant avec tout le machin, et que les Français rigolent, nous on va trouver ça inadmissible. C'est vrai, nous les premiers. Ah ouais. On va dire attends, ça va ou quoi? Et on va pas critiquer l'humoriste, on va critiquer le public en disant vous n'avez pas le droit de valider ça. Et lui-même, je vois pas pourquoi il a parlé de ça là-bas. Non, ici. Tu vois, ouais, donc alors que c'est affreux. Donc, tu vois, c'est compliqué. Je pense qu'il y a vraiment un côté, chacun s'estime apte à juger, ce qui est une erreur selon moi, parce qu'il ne faut pas confondre la subjectivité et l'objectivité. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, je pense, qui est vraiment un gros problème en termes d'avis. C'est-à-dire que si tu émets un avis dit objectif, alors que ça l'est jamais évidemment, tu fais un jugement, tu dis que c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Et un avis subjectif, c'est j'aime ou j'aime pas. Et il y a des gens qui confondent complètement les deux, tu vois, en disant c'est nul. Comme disait Thierry Lhermitte dans le dîner de con, il y a des gens qui sont objectivement cons. Tu vois. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas avec cette phrase, mais il y a le fait que, clairement, il y a un consensus général qui dit ça c'est vraiment naze, tu vois. Mais bon, il y a des gars qui ont tapé des porte-manteaux sur un tableau et et il y a des gens qui ont trouvé ça génial, tu vois. Moi je trouve ça naze personnellement. Et le gars qui a mis une clouche sur un, tu vois, et c'est génial parce qu'il y a une réflexion derrière, etc. Et c'est vrai que peut-être si on donne le contexte, pourquoi, le comment, la réflexion derrière, l'histoire, comment c'est arrivé là, je vais te dire que c'est génial. Ouais, mais surtout, en fait, c'est ça qui est hyper complexe, et je pense que c'est un serpent qui se mord la queue. C'est qu'on veut être objectif sur quelque chose qui est purement subjectif. Parce que l'art, la plupart des gens vont te dire que c'est l'émotion qu'elle suscite chez les gens. Et ça suffit pas. Parce que tu as quand même des connards qui ont un CV grand comme ça, qui doivent dire ça vaut autant. Tout à fait. Parce que je pense aussi, alors, moi je veux bien croire qu'il y a des gens qui soient vraiment émus par l'art. Après, je pense que c'est un très gros business. Aussi. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est un très gros business. Ça me fait penser un peu à une religion, tu vois. C'est un très beau business. Je sais pas ce qui se passe avec les taxes à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des facilités parce que c'est de l'art, préservation de l'art et compagnie. Mais je pense pas. C'est vrai que comme tu dis, la banane sur le mur là. Je sais pas si t'as entendu. Tout à fait. Oui. Pour l'histoire de la taxe et de l'art, etc. Il reste quelques jours pour aller voir l'extraordinaire exposition de Brancusi qui est au Beaux-Arts. Elle a fini tout bientôt. Et il y a notamment un chapitre énorme. Je sais pas le but d'en parler ici. Non, mais il y a vas-y. Un chapitre énorme sur le fait justement du business de l'art et tout. Le mec il importe une statue en métal et les Américains disent bah c'est du métal, on taxe quoi. Non, c'est de l'art. Et il va au tribunal et au tribunal il y a le compte rendu du bazar en disant est-ce que vous avez l'impression que c'est un oiseau? Il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de bec, etc. Il y a d'autres gars, ils ont invité des sommités qui disent oui, ça représente un oiseau. Et c'est tout le fait de est-ce que c'est de l'art ou pas de l'art? Parce que comme c'était un truc en métal, ils devaient le taxer au prix du métal. Et c'était genre une taxe de dingue. Et il s'en est sorti, quoi. Et c'était un tournant, et c'est au début du 20e, c'était un tournant dans l'histoire justement de représenter l'art ou pas. Et donc peut-être on tombe sur ce que tu disais sur le business, etc. C'est pas mal. Et clairement, là-dedans, voilà,
extrêmement subjectif, comme tu dis. Mhm. Mais je pense que quand tu fréquentes un certain type d'art, quel qu'il soit, Ouais. tu commences à te faire une idée de ce qui est qualitatif ou pas. Tout à fait. C'est pas que tu trouves ça bon ou pas bon. Non, Il y a non, des- tout il y a- à il y fait. a des Tu sais trucs- ce qu'il y a d'autre. Voilà, et il y a des choses qui sont très bien faites, C'est ça. ou que le consensus des gens amateurs peuvent te dire qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même bien fait, Mhm. mais tu peux te dire moi j'aime pas, tu vois. Tout à fait. Et de la même manière, des choses qui sont mal faites. Et je referai de nouveau une analogie avec la cuisine, c'est la même chose. Mhm. Il y a la cuisine mal foutue, Ouais, ouais. mais tu peux très bien aimer en disant j'adore ça, Ouais, tout à typiquement l'émotionnel. Donc, et ça, on revient dedans. Donc le petit restaurant du coin où tu as été quand tu étais petit machin. Ouais, ouais, c'est ça. Ces pâtes sont dégueulasses, sont trop cuites, sont machin, elles sont Ouais. techniquement mal réalisées, mais tu trouves ça Ouais, super ça bon parce éveille que quelque chose chez toi, ouais. Madeleine de Proust et tout le tralala. Et je pense qu'on touche la même chose dans n'importe quel type d'art. Et donc dans l'art télévisuel, donc et les humoristes n'en font pas exception, je pense. C'est ben voilà, on va voir des sketchs inconnus. Nous, on va d'office aimer parce Ouais, qu'on ouais. était adolescents ou jeunes enfants quand ils sont sortis. Il y a un rapport à ce qu'on regardait ou comment on le regardait, etc. Et je pense qu'on est pris par ces émotions-là en disant ça c'est la qualité. Et puis j'essaye maintenant, et c'est très difficile, de revoir avec un certain recul tous ces trucs-là, Mhm. en disant non mais allez sérieusement maintenant. Alors est-ce que c'était bien ou pas quand tu vas. Alors je me suis pris genre des dessins animés, tu sais des intégrales, des dessins animés qui passaient quand on était gamin. Ouais. Il y a des trucs qui sont impossibles à regarder, soyons honnêtes. Ah, mais oui, mais Mais ça, c'est pas possible, c'est Ah, oui, oui, oui. Des choses qui vieillissent très mal Et aussi. j'adorais, et en fait, ah mais non, mais c'est mal réalisé, c'est mal dessiné, c'est mal animé, c'est mal doublé, tout est mauvais, même l'histoire est mauvaise, Ouais. mais ça te faisait rêver à ce moment-là, et donc, tu sais, garde-le dans un coin de ton... tu vois. Tu me fais penser au doublage de. Attends, c'est. Quoi, les canaux survivants. Ouais. Ça fait. Ah, il y a des excellents articles là-dessus qui expliquent tout ça en long et en large, mais c'est... oui, et ça... je vais t'éclater ta petite gueule. Non, et puis les doublages de Nicky Larson surtout, c'est-à-dire avec le méchant, comment Ouais. il s'appelle, Maurice Sarfati si je me souviens bien, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps et qui était un type qui était absolument génial, et ils ont pété un câble parce que ces dessins animés sont trop violents, il faut un peu adoucir le bazar, et puis ils ont commencé, c'est moi le méchant, je vais te faire des bobos, et puis c'est resté, alors les fans, voilà, ça c'est mais c'est bien parce que là on retombe sur notre sujet. Les fans de City Hunter, donc le Ouais. manga original, trouvent ça inadmissible. Ah oui, je trouve ça C'est scandaleux. genre, mais c'est pas possible, ça dénature complètement l'art, etc. Ouais, Comment ouais. osiez-vous? Mais pour nous, c'est pas concevable de regarder ces dessins animés sans ce doublage marrant. C'est Parce ça. que quand tu le regardes en VO, c'est plutôt chiant. Ouais. Si tu prends ton point de vue, que tu te marrais avec ce genre de Tout truc, à fait. tu vois. Et donc, qu'est-ce qui est le qualitatif là-dedans? Qui a le droit de dire quoi de qu'est-ce, tu vois? C'est compliqué parce que le machin est japonais, donc normalement, ok, c'est l'art de là-bas, Mhm. donc qui était importé ici. Donc alors, les gars qui sont des vraiment fans de manga disent, mais oui, mais ça c'est comme ça que ça doit être, tu vois. Mhm. Et moi qui suis assez rigoureux dans mes Ouais. sélections artistiques, etc., et qui aime bien Ça être marche, dans le juste, ça marche encore. ça me fait du mal. Ouais, mais ça marche encore parfaitement avec la cuisine. Hein. Exactement. Ça marche Non, mais parfaitement avec c'est- la cuisine. Si tu, c'est quoi? C'est la bolognaise sur les pâtes qui rend malade les Italiens qui disent que ça se fait pas. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Tu peux pas le mélanger. Oui, voilà. Ouais. Je crois qu'il y a un truc comme ça que nous on mange, ou alors quand tu commences à découper tes pâtes, que Non, ça, c'est possible. voilà, eux, ils pètent un Flingue. câble, et que nous. Mais voilà, au bout d'un moment. La pizza Hawaï, je veux dire. Mais hein. oui, voilà. À Naples, ils te la jettent à la figure, mais il y a la moitié du monde qui en mange, quoi. Ouais, voilà, mais pas moi. Je Non, sais non, pas. pas non plus, non Ah, plus. mais voilà. Non, En fait, non, c'est non. c'est la moitié, mais c'est pas nous deux. Non, c'est pas nous Donc, deux. ce Les sont les voisins. voisins. C'est ça. Et tu vois, c'est vraiment un truc. Alors tu apprends, tu commences. Et puis il y a le côté un peu pédant. Il y a rien à faire, tu vois. Genre on me dit par exemple, ah oui, je vais voir un barman qui me dit, non mais un gin tonic, tu mets jamais une paille. Tu mets jamais une paille dans un gin Ouais, tonic ouais. parce que tu as une partie du goût qui te fait faire Oui, sur la voilà, lèvre, c'est ça. tchic et Il tchac. y a ce Il y a truc-là. une raison physiologique pour ça. Ouais, Et puis toi, tu vas dans un bar suivant un peu plus uppity. ouais. Le mec te fait un gin tonic, il te met pas de paille. Tu fais, ah, le mec il est vraiment, tu vois, comment on Ouais. dit, mixologue, quoi. Tu vas Mhm. diplômé. Puis tu te trouves dans un bar un peu plus standard, le mec mène pas, puis tu fais, hé mec, jamais de paille dans un gin tonic, hein. C'est quoi le bazar ici? Alors que tu en as bu pendant des années avec Ouais. des pailles et t'as pas fait le malin. Et tu vois, et je pense qu'il y a un côté un peu, tu retrouves ça dans tous les arts, et on peut retrouver ça dans l'humour aussi, c'est-à-dire, Dans tout. on peut rigoler certaines choses, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est. Et toi, tu dis, mais non, je commence à avoir le background nécessaire. Et comme tu disais, ben voilà, le gars, il a fait ça il y a 50 ans. En fait, je commence à comprendre. En fait, t'es en train de dire que je deviens chiant. Non, c'est pas ça, Driss. Non, t'es sélectif. C'est-à-dire, et c'est ça qui est bien, c'est que. En fait, je suis le connard qui dit que quand tu verses du coca dans du whisky, de faire ah pas du coca dans du single malt. Machin. C'est clair, Alors que toi, interdit. ouais, mais alors que toi, t'as juste envie d'un whisky coke. Oui, mais
prends un crappy, quoi. Ouais, mais Tu vas pas gâcher un mais single malt avec ça. J'ai pas envie, c'est vrai. Non, Mais moi, je me monsieur, dis- je mets du Glenmorangie dans mon Mais West ouais, Coast. voilà, du Glenfiddich, je dirais. Non, mais j'ai pas envie d'être ce gars chiant qui dit cet humour-là, c'est pas top, c'est pas ça. Enfin, voilà, après, c'est juste ma perception sur ce que je connais, sur Tout à ce que fait. je vois, et où je me dis que pour l'instant. Mais c'est normal parce qu'il n'est pas à maturité, il est en plein boom. Je parle pour les jeunes francophones, on les expose quand même assez rapidement. Et enfin, c'est grâce au Jamel Comedy Club qu'il y en a beaucoup qui ont émergé. Et ce que Jamel a fait, c'est génial. Ça a donné une visibilité à beaucoup de monde. Il y en a plein qui ont emboîté le pas. Il y en a d'autres qui ont ouvert aussi des petites salles. Non, et ce qui est bien, c'est que, ce que t'interromps, mais ce qui est bien, c'est Vas-y. qu'il n'y a pas que lui, parce que sinon on était un peu dans l'école Jamel, justement. Oui, l'école Et il y a communautaire, ouais. d'autres gens qui ont justement Tout à fait. réussi. Enfin bon, Blanche Gardin, si j'ai bien compris, c'est au Jamel qu'elle a percé. Elle a percé, donc- Alors, elle est passée au Jamel Comedy Club. oui, et ça n'avait pas marché. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas que ça n'avait pas marché, pas du tout. Non, je pense que c'est grâce aux rencontres qu'elle a fait là-bas et qu'elle a appris sur elle-même. Mais c'est vrai que le premier sketch qu'elle a fait devant le public. Je l'ai pas vu, moi. Ah, Ça tombe à plat, ou quoi. Ouais, bah ça va pas. Enfin, c'est pas que non, si le public rigole. Non, c'est pas ça, le public rigole, mais tu vois qu'elle interprète une petite Kaira de façon un peu hasardeuse. Enfin, tu vois que l'imitation, c'est pas spécialement ça. Enfin, en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu. Voilà, c'était un petit peu. C'est très loin de la qualité de ce qu'elle délivre aujourd'hui. Mais donc, ça a été une école. Parce que c'est aussi. C'est une analogie que j'aime bien aussi, c'est que il n'y a pas d'études pour être humoriste. Il n'y a pas d'études. Alors, tu peux faire. Peut-être qu'il faudrait. Il y en a. Alors, il y en a. Je pense pas parce qu'en fait, tu vas voir et je pense qu'on va. Enfin, on va parler de ce truc-là et on va clôturer notre discussion là-dessus parce qu'à mon avis, ça doit faire plus d'une bonne heure, plus d'une bonne heure qu'on discute. Mais il y a pas. Alors, tu peux faire des cours d'art. Attention, il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait des cours de théâtre. Bah, tu dois, comment tu te présentes sur scène, par exemple. Le fameux truc de. Ça paraît naturel, mais genre, Non, non, faire bien face sûr. au public à la place. Tu vas apprendre tout ça, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fait ça, mais c'est vrai que pour être humoriste, t'as pas de classe pour être humoriste, et que ça, c'est quand tu écoutes les Américains, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent faire rire. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs là-bas, le stand-up. Les Américains aiment bien le stand-up, il est né chez eux. Donc c'est Broadway, voilà, c'est eux. Les Américains peuvent être difficiles dans le stand-up parce que C'est leur truc. tu vois, c'est le motherland quoi, du stand-up. Donc ils peuvent, c'est comme un Italien qui peut être chiant sur les pizzas, Tout à fait. juste par principe. Alors qu'il sait pas les de nouveau, oui, la validation. oui, mais alors qu'il sait pas les cuisiner. Tu vois, le gars il a aucune, c'est une quiche en cuisine, mais parce qu'il est italien, il peut dire ça c'est pas, on dit margaretta, pas margaretta. Et moi, je peux. Oui, et moi je peux. De nouveau, c'est la même chose. Mais oui, mais Même tu vois, chose. c'est pour ça que je dis que c'est un peu hypocrite, quoi, tu C'est vois. vrai. Donc il faudrait. En fait, c'est juste que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ça c'était aussi un truc qui avait résumé notre histoire. C'est que peu importe que le gars soit italien ou machin, si la pizza elle est super bien exécutée et qu'elle te plaît, bah voilà, c'est bien fait et ça passe, quoi. Même si c'est pas. Parce que moi, je bossais dans un snack et on se faisait un peu passer pour des Italiens. On était tous des Marocains. On disait, Hola. C'est hola en espagnol, parfait. Prego. Mais bon, mais donc voilà, donc il n'y a pas d'études pour être humoriste et aux États-Unis en fait si tu veux il y a des circuits. Donc il y a des circuits de petites salles qui acceptent pour que tu fasses un set de 5 minutes et il y a des gens qui passent la soirée là, qui bouffent, qui boivent et tu as des humoristes qui s'enchaînent et tu prends un petit cachet de 25 ou $20 pour ton set de 5 minutes et donc tu as des humoristes qui arrivent à vivre en faisant ça parce qu'ils en enchaînent 4-5 X soirs par semaine. Et au fur et à mesure que les mecs commencent à t'appeler parce que tu deviens bon, tu as un autre circuit qui s'ouvre avec des salles qui sont un peu plus grandes ou ton cachet un peu plus grand et ainsi de suite. Et en fait, ils ont tous des circuits aux États-Unis et au Canada. Et donc c'est un peu une école, au fait, si tu veux. C'est une sorte d'école. Ouais. C'est qu'il y en a qui restent plus longtemps dans le circuit du bas parce qu'ils n'arrivent pas à monter parce que leur truc est pas encore assez bon. Et donc ils améliorent un peu leur blague. Et donc c'est vraiment comme le gars qui reste plus longtemps à l'UNIF. Moi je peux pas te faire. Moi, j'ai 8 ans à l'UNIF quand même. Je devais être un peu con. Et oui, et tu recommences tant que tu n'arrives pas à avoir le niveau suffisant pour passer au niveau au-dessus. Et au fait, après, dès que tu passes en télé, c'était Saturday Night Live, SNL, c'est Eddie Murphy, c'est des Robbie Williams, c'est des Robin Williams. C'est le chanteur, l'acteur, c'est pareil, c'est le même. Jim Carrey. Pareil, aussi, il faisait des petits. Il n'a pas fait des longs spectacles de stand-up, mais il faisait des petits sketchs dans les cabarets, quoi, dans les petits trucs comme ça, tu vois, dans les petits cafés-théâtres. Mais quand ils arrivaient en télé, ils avaient un niveau, quoi. Parce qu'ils avaient fait tout le circuit. Ils n'ont pas fait l'acteur studio, ils sont passés par l'autre circuit, quoi. Voilà, mais ils ont fait. Alors peut-être qu'il y en a qui ont fait l'acteur studio. Non, je sais n'empêche pas pas quoi. l'autre. Mais voilà, n'empêche pas l'autre, mais ils ont fait ça. En France, il n'y a pas ce circuit.
C'est boum, direct. C'est boum. Donc il y a le Paname à Paris. Après il y en a d'autres. Il y a celui de Shirley-Soignon. Il y en a d'autres qui ouvrent. Il y a le Théâtre Beau-Saint-Martin. Mais tu vois que c'est récent, que c'est nouveau. Et donc boum, Jamel Comedy Club, boum, télé, canal. Et après Mouloud Achour qui a emballé le pas dans Pestacle sur Click où il met en avant boum boum. Et t'envoies direct des mecs qui sont propulsés télé. Alors je dis pas que eux ils ont commencé, mais il faudrait leur poser la question. Mais moi je pense qu'il y en a qui ont commencé il y a 2 ans, tu vois. Ou la première fois qu'ils ont mis le pied sur scène et qu'ils se sont produits devant des gens, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. Et les mecs sont déjà là à la télé. Bon après il y en a qui sont là depuis plus longtemps, hein, attention, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais je pense que le filtre qui s'est installé avec le temps aux États-Unis, en France, il n'est pas encore là. Et donc, tu as des gens qui passent. C'est comme on ne demande qu'à en rire. Hein. Tu avais des mecs. Alors, il y avait des mecs qui étaient sur le circuit depuis hyper longtemps. La plupart des gens, ils se connaissaient déjà. Hein. Les mecs, ils tournaient. C'était au premier qui. Parce qu'ils disent attends, on va quand même pas passer à la télé dans cette émission de merde, se faire juger par des gens qui connaissent rien. Alors que nous, on tourne dans des salles depuis 4-5 ans. Et j'ai cru comprendre que c'était tu t'es inscrit, toi Ouais, non. Voilà. Il y a un qui s'inscrit, puis il y en a un qui le voit. Il se dit putain, mais en fait, je vais le faire aussi. Et que donc, ils se sont tous un petit peu retrouvés là-dedans. Mais c'est marrant parce qu'en fait aux États-Unis j'ai un peu l'impression que quand tu passes à la télé t'es déjà prêt quoi. T'es déjà prêt, il est mature et le gars il tourne justement après. Que en France c'est la télé qui te crée, tu vois, c'est que t'es vite passé en télé. J'ai vu une interview d'une nana et d'un mec aussi, enfin peu importe, où ils expliquaient je suis passé à la télé. J'ai tout de suite eu un boom de notoriété. On m'a invité pour faire des chroniques. J'avais jamais écrit de chronique et donc j'ai dû faire appel à des auteurs pour qu'ils rédigent pour moi parce que voilà, j'étais pas. Ouais, c'est classique ça. Oui, mais tu vois, donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont un moment de gloire, qui sont propulsés et en fait après qui se font eux-mêmes, mais sous la lumière des projecteurs. Alors que moi j'ai l'impression qu'aux États-Unis ils ont déjà tellement bien dégusté pendant tout leur parcours où il n'y a personne qui les filme ou quoi que ce soit, que quand ils commencent à avoir une aura médiatique, ils sont déjà beaucoup plus aboutis que ce qu'on peut avoir en France. Et que donc, pour moi, il y en a certains qui, je pense, qui ne sont juste pas prêts à être... Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas assez matures, ils ont pas fait l'école. Ils sont pas finis. Quelque école qu'elle soit. Voilà, ils sont pas finis. Donc, en fait, le gars, il passe des interviews, mais sans avoir fini ses études. Tu vois ? C'est ça. Donc pour moi ils sont et ça veut pas dire qu'ils sont pas mauvais et ça veut pas dire que là-dedans il y en a pas des hyper talentueux qui utilisent ce raccourci et qui le font très bien, mais le fait que l'existence d'un raccourci soit là, c'est que ça peut porter à des problèmes. Voilà. Porter des problèmes. Pas des problèmes entre guillemets, hein, mais c'est que voilà, c'est qu'on leur donne une trop grande visibilité et donc peut-être qu'on attend beaucoup trop d'eux et que voilà, les gens vont dire c'est nul, c'est pas bon, mais en fait c'est juste que le gars n'est juste pas encore prêt quoi, tout simplement. Mais bon voilà, c'était le petit... Tout à fait, mais j'en tombe d'accord. C'était pour un peu expliquer, parce que je n'ai rien contre les jeunes humoristes français. Tout à fait. Voilà. Non, mais juste qu'effectivement, il y a un thème qu'il faut tout doucement un peu rafraîchir. Et voilà, quand tu vois ton 12e ou 15e humoriste à Montreux, qui du coup est en Suisse, mais bon, qui te fait la même vanne, ouais, c'est cool, mais voilà, passe... Est-ce qu'on peut pas faire autre chose ? Il y a pas un filtre qui se met en place. Mais c'est peut-être ça le premier filtre en fait, tu vois, que maintenant il est médiatisé, donc on commence par là, et puis donc la petite salle aux États-Unis qui n'est pas filtrée maintenant devient une grande salle directement parce qu'il faut vivre, voilà. Je sais pas moi, il y a des business. Ouais, tout à fait, mais bon, ça va s'installer. J'avais préparé, en fait, tu vois, c'est là que tu vois que c'est le truc et tout. Donc c'est l'épisode 1. J'avais préparé plein de petits trucs. Tu sais, pour interagir et tout, et au fait, j'ai rien utilisé. Donc, tu vois, allez, montre-nous. J'avais un. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, comme un petit classique, hein, évidemment. Donc, je pense que là-dessus, on aurait pu le mettre quelques fois, parce qu'on est tombé. On aurait pu le mettre quelques fois. Ouais, c'est pas faux. voilà, exactement. Attends, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais un peu de tout et n'importe quoi, mais en fait, comme en plus, j'ai pas utilisé le truc qui était. Ouais, j'avais mis un vieux truc. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça ? Oui, bien sûr. C'est dans Sonic sur Mega Drive quand on allait étouffer dans le niveau aquatique. Voilà. Exactement. Alors, me demande pas pourquoi je l'ai mis. En fait, je l'ai mis parce que je me suis dit, si à un moment on pose une question et qu'on voit que l'autre il a du mal à répondre, je pourrais appuyer là-dessus. Bon, après, oui, j'ai mis beaucoup de choses.
En fait, j'ai mis beaucoup de choses très dans l'échec. Je viens de me rendre compte en regardant. C'est que des trucs de fin. Et oui, je m'étais mis un petit. Sur un océan de lumière. Oh, quelqu'un s'est entraîné. Ah, je peux rien te cacher. J'en ai écrit une en espagnol. Ah, je sais plus. Me gusta la noche. Je connais, tu sais, mais je sais Bah plus. oui, en fait c'était ça. Le but c'était, c'est d'où? Je ne sais plus. Je n'arrive plus à le sortir comme ça de ma poche. C'est le Palmacho, hein. Oui, oui, mais. Voilà. Et c'est- mais Ah, lequel sketch? Ouais. Gisèle. Je me souviens. Quand ils font les gars qui vendent des vêtements. Il faut que j'en revoie. Gisèle. Je me souviens plus. Pour moi, c'est un des meilleurs. pour moi, c'était un des meilleurs. Alors, moi, ce que je peux te proposer, c'est que sur le temps de cette petite musique de clôture qui est assez sympa, qui dure 3 minutes, que tu me dises quels sont, pour l'instant en tout cas, tes humoristes favoris. Je pense que pour le moment, je restais assez classique et je vais rester sur Astier. Donc pour le moment, bon, si on considère que c'est un humoriste ou pas, Ouais, mais c'est pour ça, moi, hein. c'est vraiment Ouais. le gars qui est au top du top. On attend tous évidemment The Film en juillet. Ah oui, n'y va pas sans moi. Hein. Je veux qu'on D'accord. non, mais je veux qu'on remplisse la salle. Quoi. J'ai un grand coup de cœur pour Trevor Noah que normalement Ah. n'oublie pas. Ouais, tout à fait. Non, Pendant que j'oublie pas. Et d'ailleurs, il y a encore des places parce qu'ils font encore la pub et donc je pense qu'on va pouvoir les choper à 25 €. Parfait, justement, parce que le premier était un peu cher. Trop cher, c'était Ouais. trop cher. Et donc ça, c'est vraiment grand coup de cœur. Et alors, dans les plus, on va dire, jeunes et plus qu'on voit un peu parcourir sur les scènes pour l'instant, j'aime beaucoup Blanche Gardin qui est trash comme il faut, etc. Et alors, j'ai donné un petit coup de pouce à un gars que j'ai rencontré personnellement via un ami en commun, c'est PE. Oui, Pierre Manuel, c'est tout à ça. fait. Ouais. Qui a dit- Il est pas sur Pure FM aussi il fait une chronique sur énergie Ok, le un vendredi. truc, ouais. Et qui, comme il dit lui-même, il est trash convivial. Ok. Voilà, il est vraiment très chouette. Voilà, c'est un gars qui démarre aussi. Il y a probablement des trucs qu'il doit un peu travailler et tout ça. Mais Bien je sûr, trouve qu'il a, et on apprend tous tout le temps hein, et on travaille nous. il a ce côté un peu trash belge qu'on aime bien. Genre, Ok. voilà, il est vraiment chouette. Ça. J'ai vu, j'ai plus de sketch en tête, mais je sais que je l'ai vu et je le vois souvent parce qu'en fait je regarde aussi. C'est Florence Mendez Tout à fait. qui démarre. J'ai été le voir au Comedy Club, mais quand j'étais la voir à Bruxelles, on était dur hein, quand même. Enfin, moi tu me connais, hein, donc je suis assez dur. Donc j'ai pas beaucoup rigolé, mais j'ai beaucoup souri. Mais le public qu'elle a eu, il était pas facile quoi. Ah, ça, c'est chaud. Ouais. Et alors, bien sûr, pour terminer, le maître à tous qui malheureusement, à cause de ses déboires personnels, a un peu retombé, c'est Louis C.K. Qui m'a me fait hurler derrière. Tout à fait. J'ai mis du temps avant de... Parce que bon, j'étais assez à l'aise en anglais, mais pas suffisamment pour tout comprendre. Et il y a quelques années, ça allait de mieux en mieux. Et donc, je me suis refait, il y a 2 ans plus ou moins, l'intégrale de tout ce que j'ai pu trouver. Ok. Et je me suis tordu de rire, tu sais, où t'as mal. T'as vraiment mal au vide. Très bien. Et donc voilà, je trouve que c'est un beau panel, c'est assez fidèle pour l'instant à ce qui me plaît le plus. Et de ceux que tu m'as fait découvrir, donc vraiment chouette. Okay. J'ai regardé beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses aussi. Okay. Et j'ai un petit coup de cœur pour Fluffy que je trouve trop mignon. mignon. Gabriel Iglesias, il est là, juste trop mignon. Ouais, et donc c'était vraiment chouette, voilà. Donc bien, et j'espère en tout cas encore en découvrir grâce à toi. C'est cool. Est-ce que tu connais Joe Rogan? Non. Eh ben, ça sera celui que je ferai. Ah bien, parfait. La semaine prochaine. Impeccable. Un tout grand merci d'avoir été mon premier. Je t'en prie, Idriss, avec grand plaisir. Je suis ravi. À plus. Ciao.